Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e épisode de Tactique, ton podcast favori qui raconte les échecs mais surtout les réussites des personnalités du monde de l'e-sport, mais pas que, puisqu'aujourd'hui je reçois un invité un petit peu spécial, ancien footballeur professionnel. Il a été formé à Montpellier, défenseur de l'année à Miami, coaché notamment par Alessandro Nesta. Il a connu beaucoup de choses dans sa carrière de footballeur avant de raccrocher les crampons à 27 ans. Il est aujourd'hui coach de CrossFit. Je reçois Hugo Leroux. Comment ça va? Salut, bah écoute, ça va super, très, très content d'être là. Ouais. Ouais, je suis très content d'être là, c'est cool. On va parler un petit peu de, de ce que je peux t'apporter dans ce e-sport ou donner ma version du sport VS le e-sport. Mais ouais, très content de faire cet exercice. I'm just calling to say I. I'm just calling to say Ouais, c'est un épisode un petit peu hors série. C'est vrai que quand je t'ai approché pour en parler, c'est vrai que de base, mon podcast est sur le monde de l'e-sport, mais j'avais aussi envie d'explorer un peu d'autres terrains et surtout, je fais beaucoup de comparatifs avec le sport. Et c'est vrai que sport, e-sport, on va pouvoir trouver un petit peu des parallèles, Ouais. évidemment, entre les deux, que ce soit sur l'aspect discipline, préparation et plein d'autres. Ça va être super intéressant. Et puis, tu as aussi un parcours, je pense, qui est quand même assez aussi avec des hauts et des bas, des choses intéressantes à raconter. En tout cas, on va voir ce que Ouais, tu ouais. nous en dis. Est-ce que déjà tu peux te présenter, forcément, pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh ben écoute, je suis Hugo Leroux, j'ai 34 ans, je suis papa d'un petit garçon, je suis marié depuis un peu plus de 12 ans. Et puis voilà, j'ai essentiellement fait de mes 7 ans à mes 27 ans du football, uniquement du football quasiment. J'ai été professionnel de football donc et puis, je me suis reconverti après en tant que coach sportif, et puis je pratique, là en ce moment, enfin beaucoup depuis 5 ans maintenant, le CrossFit. Ouais, Voilà. donc il y a un fil conducteur, le sport évidemment, qui est présent depuis le début de ta vie, ça c'est Ouais, ça a toujours été un truc où quand je jouais au foot, rapidement, je me suis dit que je voulais trouver, une sortie de secours ou en tout cas une issue post-carrière, qu'elle soit tôt ou tard, mais que je puisse, choisir un petit peu ce que je veux faire de ma carrière et toujours en relation avec le sport. Donc quand j'étais au centre de formation, au début, je voulais être kiné et après je me suis dit: «Bah, faut quand même va quand même falloir faire 4 ans d'études» et du coup, j'étais pas assez sur le terrain, pas assez à pratiquer aussi et naturellement est venu coach sportif, ensuite et puis j'ai pu choisir, par les aléas de la carrière, le moment où j'ai décidé d'enchaîner et donc je suis très content de ça en vrai. et on va revenir justement sur tous les petits détails de ce parcours parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes. Aussi, on peut imaginer en tant qu'ancien footballeur, on peut imaginer qu'il s'est passé plein de choses dans ta carrière aussi. Mais pour revenir au commencement, quand tu étais tout petit, donc tu es né à Aix-en-Provence. Maintenant, Yes. tu es à Paris, donc un cadre différent. Sur le dernier épisode, j'ai reçu une Marseillaise qui, elle aussi, est venue à Paris. Comment ça s'est passé un peu ton enfance à Aix, ton cadre familial, ton Alors, environnement? en vrai, je suis né à Aix, mais mes parents ont très rapidement déménagé à côté de Montpellier. OK. Donc, j'ai fait 2 ans à Aix et j'ai vécu toute ma vie à un petit village à côté de Montpellier et j'ai joué au foot, donc du coup, au centre de formation de Montpellier pendant quasiment 11 ans. Je jouais dans mon petit village juste à côté et à, 6 ans, non, ouais, 7 ans, le club de Montpellier est venu me démarcher, hein, tout jeune en disant: «Bah, ce serait bien qu'il vienne jouer, chez nous, il est un peu meilleur que les autres, ça pourrait être chouette» et cetera. À l'époque, il fallait aller de l'autre côté de Montpellier pour aller à l'entraînement. Mes parents ont dit: «Non, pas du tout, il a 7 ans, aucun il y a pas Ouais. un monde où on y va, il a 7 ans, quoi». Et puis ils sont revenus l'année d'après et l'endroit où on s'entraînait avait changé et était devenu à, juste à 5 minutes de la maison. Et là, mes parents ont dit: «Bah, si tu veux y aller, on y va, on peut t'amener, c'est vraiment à 5 minutes en voiture». Et du coup, j'ai commencé comme ça et puis de mes 7 ans, de mes 9 ans à mes 21 ans, j'ai joué à Montpellier, en passant tous les grades un par un, donc c'était très cool. Une expérience absolument incroyable, une jeunesse un peu différente de celle des autres sans doute, mais une expérience, fantastique, voilà. Et ça vient d'où aussi cette passion pour le foot? Est-ce que c'est venu de ton père? Est-ce que c'est venu naturellement parce que c'était un peu le sport que tout le monde fait? Comment c'est venu? Je pense que c'est venu, à cause grâce à la coupe du monde 98, OK. mais il y avait un petit peu de ça avant. De ce que mes parents me disent quand, j'avais 5 ans, ils ont essayé de me mettre au sport, mais les débutants, on les prenait pas avant 6 ans, et dans mon petit village, ils les prenaient pas avant 6 ans. Par contre, le rugby, on pouvait les mettre à 5 ans, donc ils m'ont inscrit au rugby. J'ai eu un accident de moto à ce moment-là avec mon père, 3 mois après en février, 98 je crois et je me suis complètement fait ouvrir le talon par la moto, bref et j'ai failli ne plus marcher et le coup du sort de la vie fait que, je suis devenu professionnel de football. C'est mon pied gauche et je suis gaucher au football. Donc c'est très marrant mais avec la coupe du monde qui a suivi, l'été, forcément l'équipe de France, gagnant,
t'as qu'une envie, tous les gamins se sont inscrits au football, et là, je crois qu'il y a eu un nombre de licenciés démultiplié cette année-là, Ouais. et j'en faisais partie. Et c'est comme ça que j'ai commencé le foot. Voilà. Et Ça se passe comment un peu quand tu rejoins aussi du coup le Montpellier? Est-ce que tu étais encore très petit? Mais est-ce qu'il y avait déjà un côté un petit peu, pas professionnalisation, mais pré-professionnalisation où tu sentais déjà que, il y avait certaines exigences même très jeunes? euh, il y a certaines exigences déjà très jeunes. Tu les sens pas forcément directement, mais tu le sens dans l'encadrement, dans les maillots qu'on te donne, dans la Ouais. fourniture de matériel. Tu as plusieurs équipes de niveau pour un même âge, donc tu sais que si tu joues avec la 1, avec la 2, avec la 3, donc il y a déjà quand même une sectorisation des niveaux par niveau. Et donc tu sais, ok, il y a quand même un peu ce truc de on cherche à mettre les meilleurs ensemble, etc. etc. Mais au début, tu joues juste pour jouer. Euh, mais à partir de 10-12 ans, ouais, 12 ans, centre de préformation, tu commences très rapidement à te dire, tu t'entraînes 4 fois par semaine. Mmh. Les parents, l'encadrement fait très rapidement comprendre aux parents que l'entraînement c'est important, qu'il ne faut pas sauter des entraînements, que s'ils veulent jouer le week-end, il faut quand même qu'ils soient là et qu'ils soient performants. Et toi, de plus en plus, on te fait comprendre que c'est pas juste un jeu pour le fun. Il y a un peu ce truc de vous voulez aller plus haut, il va falloir être performant à l'entraînement, performant le week-end, qu'il y a des choses un peu à respecter. Voilà. Et est-ce que tu, sentais déjà aussi, j'ai 2 questions par rapport à ça. Même la première, c'est, la gestion de l'école en parallèle, parce que du coup, tu es très jeune, tu vas beaucoup aux entraînements. Ouais. Comment il y a cet équilibre qui est gardé un peu? J'imagine que forcément les parents, ils sont contents de voir leur enfant s'épanouir et être bon dans un sport, mais en même temps ont envie qu'à côté ça marche à l'école. Bien sûr. Bah, alors au départ, ça n'a pas été trop, enfin, ça pas été trop le cas. Mes parents ont pas trop, ont pas trop été regardants là-dessus jusqu'à ce que je sois en quatrième. Parce que là, l'entraînement se passe après l'école, donc vraiment à partir de 18h. Et du coup, ils pouvaient m'amener à l'entraînement. Et donc, vu que c'était à 5 minutes de la maison, il y avait un peu ce truc de bon, on l'amène et on va le chercher. Mais quand ça a commencé un peu à se multiplier, 3-4 fois par semaine, les allers-retours, il y avait un peu ce truc de c'était déjà une carotte en termes d'éducation. De si tu fais pas ce qu'on te dit, tu n'iras pas à l'entraînement. Mmh. Et vu que j'ai jamais, je pense, loupé l'entraînement, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou quoi que ce soit, il y avait ce truc qui me tenait un petit peu. Et après, quand je suis rentré en centre de préformation, là, j'ai changé de mon école et de mon collège dans mon petit village pour aller dans le lycée et le collège qui était, dans lequel Montpellier mettait ses joueurs. Et là, pour le coup, mes parents avaient un peu moins la main là-dessus, sur l'éducation et sur le contrôle des notes, sur le contrôle de l'établissement dans lequel j'allais. Et donc, ça a été, mon père il m'a toujours dit, c'est une condition sine qua non. Tu veux jouer au football, aucun problème. Tu as intérêt à avoir des bonnes notes à l'école. Moi, j'aurais aucun scrupule à te faire louper des entraînements, à te faire louper des matchs, à te faire louper du football si tu n'as pas un trimestre qui est correct, si tu n'as pas des bons résultats à l'école. C'est le deal. Je te prends pas en traître, tu le sais, et ce sera chaque année comme ça. Donc j'étais averti. Et ça m'est arrivé 2 fois de ne pas pouvoir aller à l'entraînement, de ne pas jouer un match le week-end où mon père est allé voir l'éducateur en disant en fait, ce week-end, il ne jouera pas parce qu'il n'a pas de bons résultats à l'école. Et vous avez beau me raconter ce que vous voulez, Mmh. il ne jouera pas ce week-end. Voilà. Mais c'était une expérience incroyable parce que de mes 12 ans à mes 18 ans et mon bac, on est dans des conditions pour être à l'école qui étaient. Alors, les 2 premières années, c'était dans un lycée un peu particulier à Montpellier. Mais après, on était dans des conditions absolument extraordinaires pour être à l'école et pour jouer au foot. Tout était fait pour qu'on joue au foot avant Ouais. tout. Voilà. Ouais, c'est assez fou tout ce cadre qu'il y a autour et c'est justement comment est un peu l'ambiance, avec les autres, enfin dans le vestiaire quand on est jeune? Parce qu'on peut vite imaginer un truc où ça peut très bien se passer, comme il peut y avoir peut-être des comportements aussi de jeunes peut-être, où ça peut être un peu plus dur. Toi, c'était quoi tes souvenirs de cette période-là justement dans «le vestiaire» entre guillemets? Bon, j'ai que de très bons souvenirs en vrai. Tu vas avoir quelques éléments qui peuvent être un petit peu très égocentrés, qui pensent vraiment qu'à eux, etc. Mais sinon, les moments que j'ai, ce sont essentiellement des moments de fratrie où je me rappelle qu'on était un groupe. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de 15 ans, généralement, tu signes ce qu'on appelle un contrat aspirant qui dure OK. 3 ans. Donc, tu sais que tu es au moins pour 3 ans avec les mêmes joueurs, de 15 à 18 ans. Et à 18 ans, ils réévaluent ton niveau pour dire si tu passes avec l'équipe du dessus. Moi, ce qui est marrant, c'est que de mes 9 ans à mes 20 ans, à mes 18 ans, pardon, j'ai jamais eu de contrat. Donc, parce que j'habitais à côté. Et que du coup, OK. le club s'est jamais senti le besoin de dire faut qu'on le verrouille. Le père, il veut que son fils aille bien à l'école, il vit à 5 minutes de la maison, il partira jamais ailleurs. Donc, j'ai jamais eu de contrat. Donc, il y avait un peu le truc où moi, j'étais toujours remis en cause à la fin de l'année à tout moment, je peux me faire virer à la fin de l'année. Parce que c'était le cas où tu pouvais te faire rompre ton contrat à n'importe quel moment de l'année si jamais tu n'avais pas d'assez bons résultats sportifs ou disciplinaires ou peu importe.
Mais du coup, j'ai quand même évolué pendant quasiment 7 ans avec les mêmes personnes. Et du coup, ça faisait des fratries où on était. C'était vraiment génial. J'ai des souvenirs impérissables de ça. Et en même temps, assez éphémères, parce que le football, c'est quand même des relations assez éphémères. J'ai plus aucun contact avec les gens avec qui j'ai passé entre mes 12 ans ou 13 ans à mes 20 ans, quasiment tous les jours de ma vie. Parce qu'en vrai, je voyais qu'eux. Ouais. Je voyais même presque plus que mes parents. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout de contact avec aucun d'eux, et même depuis 15 ans peut-être. Et tu sais même pas s'il y en a qui ont derrière percé aussi dans leur carrière Bah, ou... si, il y en a un ou deux, tu le sais, parce que tu les vois dans les équipes pro, tu les vois Ok. potentiellement à la télé, etc. Mais il y en a, je sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. C'est même Hmm. compliqué de les retrouver sur les réseaux sociaux. Pour la petite anecdote, j'ai un copain qui était gardien, qui était gardien et qui habitait du côté de Marseille, lui. Il jouait à Montpellier avec nous. Et puis là, il m'a appelé d'un numéro, je crois qu'il est sur l'île de Madagascar. Ok. Il est professeur de français. Et il est même sur l'île de Madagascar, sur une petite île reliée à l'île de Madagascar. Et il m'a appelé en me disant, bah voilà, j'ai eu un petit garçon, etc. Mais Hmm. je l'aurais jamais vu prof de français, le connaissant plus jeune, même s'il adorait ça. Et comme quoi, alors il a joué au championnat national en France avec Marseille Consola. Et voilà, il me rappelle de Madagascar. Bref, c'est très marrant. Mais c'est la seule connexion que j'ai eue avec un des derniers joueurs avec qui j'ai joué quand j'étais plus jeune. Mais ouais, de très 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 bons souvenirs de fratrie et de bons moments ensemble à faire les 400 coups en vrai. Ouais. Voilà. Et toi, à quel moment tu te dis que ça peut devenir quelque chose, que ça peut devenir ta carrière, enfin que tu peux, entre guillemets, aller un peu plus loin là-dedans, quoi? Ouais, assez tôt, dès que tu commences je pense à partir de l'âge de entre 13 et 15 ans, Ouais. j'ai eu la chance de quasiment être tout le temps surclassé dans tous les niveaux dans lesquels je jouais. Donc à 13 ans, je jouais avec les 15 ans. Je me rappelle qu'à 16 ans, je fais mon premier match en CFA avec l'équipe réserve de Montpellier. Et donc très rapidement, tu te dis, bah, du coup là, j'ai 16 ans et je suis en train de jouer avec des gens qui redescendent de l'équipe première, donc qui sont pros. Tu joues contre des adultes. Et tu sais que. Enfin, toute ta semaine fait en sorte que tu penses qu'à ça. On s'entraînait le mardi, on s'entraînait le matin et l'après-midi, il y avait l'école au milieu. On s'entraînait mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin, on jouait le dimanche. Donc en fait, rapidement, tu penses qu'à ça. Et si tu penses pas qu'à ça, en fait, à la fin de l'année, tu sors, quoi. Il y a pas... Tout le monde a le même projet de dire on va être professionnel de football. Donc ça vient assez tôt. Là, en fait, ton rythme de vie fait que soit tu y penses et du coup, tu rentres dans le cadre, soit tu y penses pas et en fait, ça se voit très vite. Ouais. Voilà. Il y a personne qui vient en se disant ouais moi de toute façon si je suis pas là l'an prochain c'est pas grave. Non, tout le monde joue tout le temps en se disant faut être le meilleur parce qu'on sait tous qu'on veut aller au même endroit. Ouais, du coup, il y a quand même un peu cet esprit de compétition aussi entre vous, où vous êtes parfois coéquipiers, mais du coup, il y a aussi ce truc de, peut-être que moi j'aurai ma place et pas lui à la fin, quoi. C'est ça. Mais en fait tu l'as qu'avec un ou deux joueurs qui jouent au même poste que toi. OK. Donc tu vois, j'aurais jamais joué attaquant ou très peu. Bah j'avais jamais une concurrence directe et le club, je me rappelle de l'année où la génération qui a 2 ans avant nous gagne la Gambardella, donc la Coupe de France des moins de 18 ans. Ouais. Et bah, le club fait signer 11 joueurs professionnels. Donc, ils font quasiment signer l'équipe entière. Mmh. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de quota de combien de joueurs on doit faire signer. Si on les estime bons, on les fait signer, peu importe le nombre qu'ils sont. Mais du coup, tu avais un peu une concurrence directe, plutôt loyale, ou de temps en temps un peu déloyale. Mais après coup, tu comprends pourquoi, avec un concurrent direct. Moi, je jouais à gauche, bah, tu avais peut-être un autre arrière gauche avec qui bah, je pouvais pas forcément être trop pote ou avec qui on avait du mal à tisser des liens parce qu'on était en concurrence en Ouais. permanence. Mais par contre, les autres, en fait, tu sais que bah non, c'est des potes, quoi. Et que tu as Ouais. besoin d'eux pour pouvoir réussir. Voilà. Comment ça se passe aussi vers, du coup, vers la fin de ton expérience à Montpellier? On est à peu quoi? À peu près 2010-2011 à cette C'est ça. période-là? Je crois que j'ai 2010, je signe mon contrat stagiaire pro en 2010, et donc je fais Ok. 2010-2012. Parce qu'en plus, c'est une grosse époque, c'est la 2011, je crois que c'est là où Montpellier gagne le titre de champion de France. Ouais, À l'époque où Paris arrive avec le Qatar qui rachète le club, etc. exactement. Comme- Je sais pas si c'est 2011, c'est pas l'année 2010. Peut-être, ouais, Je c'est... crois que c'est l'année 2010 ou l'année 2011. L'une des deux. Mais Parce que du coup, Montpellier, c'est quand même, il y a du coup le club qui prend de l'ampleur, qui est déjà un gros club dans l'image, enfin, populaire ouais. de ce que ça représente dans le football. Toi, comment du coup ça se passe? Tu signes ton premier contrat stagiaire pro, c'est ça? Ouais, donc en vrai, c'est la moins bonne époque pour moi en tant que stagiaire professionnel de Ouais. football pour pouvoir devenir professionnel. Du Parce coup, ouais. que justement, 2 ans avant le fait enfin, 1 an avant le fait que l'équipe numéro 1 soit championne de France, ils gagnent la Gambardella, donc les moins 18 gagnent la Gambardella, et du coup, tu te retrouves avec 11 joueurs qui signent pro. Mais qui signent pro pas dans l'optique de jouer tout de suite, que tu vas encore former sur au moins 1 an,
et de leur donner un peu de temps de jeu. Donc, tu as 11 joueurs qui intègrent de jeunes joueurs qui intègrent l'équipe professionnelle. L'année d'après, ils gagnent le championnat. Et là, tu te retrouves avec une équipe qui a gagné le championnat, qui va devoir jouer la Ligue des Champions et être compétitive s'ils ne veulent pas passer pour des branques et de se prendre un 6 matchs à 0 et de sortir. Tu vas quand même devoir essayer de jouer la Ligue 1, mais le club disait on joue tout le temps le maintien, même si tu as gagné l'année d'avant. Et donc, il te faut un groupe qui soit performant. Et donc, des joueurs d'expérience. Donc là, ils recrutent. Et donc, c'est pas à ce moment-là qu'ils te disent en fait, je vais signer les 3-4 jeunes que j'ai chez moi, alors que j'en ai fait signer 11 l'année d'avant. Et qu'en plus, ces gars-là, ils pourront pas jouer tout de suite. Ils vont jouer peut-être dans 2 ans. Mais ils pourront pas jouer là les matchs dont on aura besoin immédiatement et sur lesquels il faut être performant. Donc, pour nous, je crois que cette année-là, il n'y a personne des jeunes qui signe pro. Et l'année d'après, il n'y en a que 2, je crois. Parce qu'en fait, il y a du monde en haut. Et même l'année où ils sont champions, normalement, tu as toujours des blessés au cours d'une saison, tu as toujours des aléas de saison. Là, il n'y a personne qui voulait être blessé parce que tout le monde voulait faire partie de l'épopée. Nicolin, il triplait ou voire quintuplait les primes sur certaines grandes affiches. Et du coup, tout le monde voulait être sur le banc parce que si tu étais sur le banc, tu prenais ta prime. Il faut savoir que je crois qu'à l'époque, c'était 1 500 € le match gagné et 800 € le match nul. Mais quand il t'a triple ou quadruple, x4 dans le mois, Ouais. ça fait. Et plus tu avançais dans l'année, plus ils savaient qu'au début, tu crois pas trop, mais passé décembre, quand tu reprends en janvier, les gars commençaient à se dire bah attends, en fait, là, on a fait une première partie de saison où on finit deuxième, voire premier, je sais plus. Bah, il y a un monde où on joue la Ligue des Champions l'an prochain. Donc, il y avait beaucoup de concurrence à leur niveau pour pouvoir être sur le banc. Donc, nous, 0 temps de jeu à donner à l'équipe réserve, même sur des matchs de Coupe de France, même sur des matchs de Coupe de la Ligue. Je crois que ça l'était encore à l'époque. Parce qu'en fait, il fallait que tout le monde ait du temps de jeu chez eux. Personne ne blessé, ou dès qu'il y avait quelqu'un de blessé, il fallait revenir vite. Bref, un contexte qui fait que quand tu es jeune joueur et que tu aspires à devenir professionnel, c'est compliqué de signer ton contrat pro là-dessus. Même si j'ai en plus eu plein de blessures à ces 2 moments-là et que du coup, j'aurais sans doute même pas signé si j'en avais eu l'opportunité. Mais bon. Ouais, c'est assez fou quand même, parce que du coup, si on regarde dans l'e-sport, il commence à y avoir maintenant des projets académies, Ouais. c'est-à-dire ils vont aussi engager des jeunes joueurs, mais ça commence à 16 ans généralement, parce que bon, rarement aller recruter quelqu'un Bien sûr. à 6-7 ans pour faire du foot. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte des fois dans le foot, mais la concurrence, elle est juste énorme, quoi. Entre le nombre de personnes qui pratiquent le foot, entre le nombre de Ah personnes bah, qui veulent devenir pro et déjà, rien que le niveau d'être en Ligue 2, en national, etc., c'est déjà un niveau qui est quand même ouais, assez c'est clair. incroyable. Il y a énormément de concurrence et en même temps, ce qu'il y a de bien dans ce sport-là, c'est que tu as aussi la capacité de gagner ta vie à plusieurs étages Ouais. de pratique Oui, de parce qu'on niveau. a souvent l'image en tête des ceux qui sont au top, Bien sûr. qui gagnent des millions, mais finalement, on n'a pas besoin d'être, en Ligue 1 ou en Ligue des Champions pour pouvoir gagner sa vie. Exactement. Tu gagnes pas forcément très bien ta vie. C'est des carrières qui sont très précaires, en Ouais. vrai. Parce que, oui, Neymar va avoir 50 contrats quand il arrive au PSG à 30 millions l'année. Mais toi, quand tu vas jouer en CFA, en national, tu vas signer des contrats de 1 an, 2 ans. Tu peux jamais vraiment poser tes valises. Si jamais tu es blessé au cours de ces années-là, sur une longue blessure, bah, tu sais qu'à la fin de l'année, tu ne re-signes pas et que tu es sans club à la fin de l'année. Donc, c'est des aléas qui peuvent aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Mmh. Mais tu peux gagner ta vie. Je pense que je peux comparer avec plein d'autres sports, notamment individuels, où en fait, tu n'as que l'élite qui gagne sa vie. Et sinon, le reste, c'est le Ouais. néant. Et je discutais avec un de mes clients, là, on parlait de judo. Et bêtement, le judo par catégorie de poids, tu vas avoir le meilleur Français ou la meilleure Française qui va être celle qui est mise au devant de la scène avec différents tournois, etc., événements dans l'année. Mais le numéro 2, il passe sa Mmh. vie à être le numéro 2 de sa catégorie et tu sais pas qui c'est. Il gagne pas d'argent Ouais. et il fait un autre métier, quoi. Bref, voilà, donc c'est de la chance qu'on a, le football, c'est de pouvoir un peu gagner sa vie et un peu en vivre comme je l'ai fait à un niveau moyen. Et du coup, quand tu as cette période-là à Montpellier, est-ce que tu sais très vite quelle va être ta «carrière» entre guillemets? Est-ce que tu sais très vite, entre guillemets, le plafond de verre que tu vas potentiellement atteindre? Ou tu as un peu toujours un rêve, quand on est footballeur, peut-être qu'on a tous ce rêve de se dire, «Un jour je jouerai», ça peut être en Ligue 1, en Ligue des Champions et cetera. C'est quoi ton état d'esprit quand tu as du coup la vingtaine à peu près? Je crois que j'ai été assez lucide sur le fait que je serai jamais un grand, grand, grand champion. Est-ce que cette lucidité m'a enfin, est-ce que cette lucidité m'a empêché de passer Mmh. certaines étapes et si j'avais été plus ambitieux ou plus rêveur dans ce sens-là, je serais peut-être allé plus haut? VS me mettre des pré-barrières en me disant: «Bah, de toute façon, je serai pas forcément, ce gars-là, donc c'est pas grave, ça me dérange pas».
Et du coup, je suis pas allé aussi loin que ce que je l'aurais voulu. Euh, mais j'ai l'impression d'avoir été assez lucide sur le fait que bah, je serai jamais un joueur de Ligue des Champions et que faire une carrière de Ligue 1 ou de Ligue 2, ça m'irait très bien aussi. Ouais. Euh, mais, mais ouais, est-ce que c'était un peu un manque d'ambition? Je sais pas. Mais j'ai l'impression d'avoir été assez lucide là-dessus. Ouais. Après, en plus, mes 2 années à Montpellier, donc de stagiaire professionnel ou de réserve avec l'équipe de Montpellier, je crois que je me casse la clavicule en Oui. 4. Donc ça me prend quasiment 4 mois entre le moment où je reviens. Et ça c'est ma 2e année de contrat en plus. Et juste avant, j'avais passé 4 mois avec une pubalgie. Donc je me fais mal en juillet. Je reviens en octobre. Je reprends un premier match amical contre Avignon. Je me fais tacler. Je me casse la clavicule. Je peux reprendre qu'en mi-janvier. Donc là, sur la dernière année où ils peuvent te faire signer, je passe quasiment 9 mois de l'année. Enfin 7, pardon. euh, Sans jouer. Bon, bah en vrai, quand tu arrives en mi-janvier, ils savent déjà tous ceux qui vont faire signer ou pas. Donc je savais que je pouvais faire mes valises et que j'allais ailleurs, quoi. Bon, c'était le deal. Mais là, tu sors du cursus professionnel potentiellement. Il Ouais. faut retrouver un club et arriver à trouver du temps de jeu. T'es pas extrêmement bankable parce qu'il y a plein de joueurs comme toi qui sortent de sorte de formation. Et c'est là que ça devient un peu plus. T'as un retour à la réalité. Ouais, est-ce que justement le fait aussi de ne pas avoir forcément rêvé, trop grand ou très grand en tout cas, comme tu le dis, est-ce que c'est pas aussi ce qui a pu te protéger de ne pas être trop déçu? Parce qu'on peut aussi on sait que dans la carrière d'un sportif, il peut y avoir ses hauts et ses bas et le fait aussi d'avoir de grandes ambitions, parfois d'atteindre le sommet et de redescendre tout en bas. Il y a beaucoup de sportifs qui font des dépressions. Par exemple, aux Jeux olympiques, il y a beaucoup de sportifs qui ont fait des grosses dépressions après avoir atteint Ouais, l'objectif. C'est un vrai truc qui est documenté dans le sport, même, quand on se fixe un objectif, on fait bien un sûr. marathon et après on atteint l'objectif, bah, il y a une dépression qui arrive après. Est-ce que tu avais pas ce truc aussi de te dire, «Je préfère du coup, peut-être rêver un peu moins grand, mais au moins je serais pas déçu de la suite de ma carrière»? Peut-être. Une chose qui est sûre, c'est que je m'étais toujours dit, je veux jamais être ce gars qui a essayé de courir après un rêve toute sa carrière, donc jusqu'à 35-36 ans, Ouais. et qui a un contrat fédéral à 1500 ou 2000 € dans un club, et qui cumule un petit boulot à la mairie avec, et qui, quand il aura fini sa carrière avec une femme et 2 enfants, n'aura plus que ça à faire, c'est-à-dire le petit boulot dans lequel il avait signé en parallèle de son taf de joueur de foot, sans rien avoir appris. Il y avait vraiment ce truc de je veux pas finir dans cette situation-là. Je veux essayer d'être football professionnel. Je vais essayer de gagner ma vie avec ça. Mais je vais être assez lucide sur à quel moment il va falloir prendre le virage. Il s'est présenté à moi assez naturellement et j'ai pris le virage tout de suite, justement, à 27 ans, en disant bon, allez, ça suffit. J'ai beaucoup fait, beaucoup Mmh. essayé. Je n'obtiendrai pas beaucoup plus. Euh, Beaucoup de galères. Et donc, du coup, j'ai pris la tangente au bon moment. Enfin, la tangente. En tout cas, j'ai changé de fusil d'épaule très rapidement. Mais c'est là que le CrossFit m'a sauvé d'ailleurs parce que ça a vraiment donné un sens à mon quotidien. Parce qu'effectivement, ce côté un peu dépression où tu passes du jour au lendemain à je sais pourquoi je me lève, je suis censé aller m'entraîner, j'ai une raison de m'entraîner, Ouais. à bah là, il n'y a personne qui me demande de me lever, j'ai de compte à rendre à personne, j'ai pas besoin d'être performant, mais du coup, j'ai besoin de faire quoi? Enfin, il y a vraiment un moment donné, je me suis posé la question où ah, mais là, j'ai plus besoin de rien. C'est super, mais en même temps, c'est fait extrêmement peur. Ouais, bien sûr, ouais. Et donc là, le CrossFit m'a énormément aidé parce que j'ai retrouvé un sport où il y a besoin de s'entraîner tout le temps, parce qu'il y a toujours un truc à améliorer. Il y a de la compétition à plusieurs, et moi j'adore ça, partager des émotions avec les Ouais, autres. Le faire seul, ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas du tout un joueur de sport individuel en vrai. J'ai besoin de partager ça avec des gens, des émotions, etc. Et donc ça m'a vraiment sauvé de ça. Mais je peux que comprendre, parce que je l'ai vécu pendant, je pense, un mois, même pas, ce truc de si là j'ai plus besoin de rien faire, c'est cool, mais en même temps ça fait extrêmement peur. ouais. Avant de revenir un peu plus en détail sur ta transition aussi vers le CrossFit, parce que forcément pas mal de questions aussi à ce sujet. Heu, après ton passage à Montpellier, du coup, Ouais, toi, tu es parti en Espagne, à Puerto Llano, donc ouais, alors j'ai Porto. essayé de regarder où c'était sur la carte en Espagne, Ouais. c'est vraiment au milieu de nulle part, Ah, c'est au milieu de nulle part. en Espagne. Je me suis dit: Ouais, «Peut-être c'est un peu sur la côte, près d'une ville que je connais», ça pas du tout. Donc il y a un club de 3e division, espagnole. ouais, Pourquoi avoir, enfin, être parti dans ce club, du coup? Enfin, on comprend le départ de Montpellier, du coup, c'était ouais. un peu «bloqué» entre guillemets et pourquoi ce club? Pourquoi partir en Espagne? Et Aussi changement de pays? ouais, ouais, bien sûr. Et ben, c'est justement là que commence un petit peu le road trip, un petit peu de la galère. Parce que quand tu es en centre de formation, tu es dans un endroit qui est professionnel, très carré, très encadré. Et là, du coup, tu es un peu lâché dans le grand bain. Tu as des agents qui sont venus te voir un petit peu pendant tes 2 années parce qu'ils surveillent qu'il n'y ait pas un joueur qui émerge et qui, s'il pouvait être là à ce moment pour prendre un billet, c'est cool.
Ouais. Et puis, si jamais il y a un joueur qui est bon mais qui signe pas à pro pour X raison, il le récupère et essaie de le placer. Bon, et moi, il y a un agent qui est venu. Il y en a quelques-uns qui sont venus, mais il y en a un qui a eu un discours un peu cool, sauf que c'était un agent un peu novice, pas trop de contacts en France. Mais par contre, il avait un associé espagnol. Et donc lui, il prenait les joueurs, et directement, le profil était donné à cet associé espagnol. Et en fait, au départ, tu es un peu naïf. Mes parents sont un peu... Je sais que mon père s'en voulait pour ça beaucoup, alors que le pauvre, il y pouvait absolument rien, mais de ne pas avoir assez gardé le contrôle sur la relation que je pouvais avoir avec cet agent-là, bien que la relation était très correcte, mais c'est juste que de se faire un peu avoir et trimballer, quoi. Parce que du coup, je suis envoyé à Almeria, je fais un essai qui se passe mal. Sur le retour, ce gars-là me trouve un essai à Rétafé. Et Rétafé, ça se passe très bien, je passe 3 semaines là-bas. Donc là, on est fin juin de ma dernière année de contrat. Et donc, on est fin juin. J'avais demandé au club de Montpellier si je pouvais partir faire des essais. Parce qu'effectivement, ils ne me gardaient pas et qu'ils me l'avaient annoncé, qu'il ne restait plus de match. Donc, j'ai dit, bah, même si je suis encore sous contrat, est-ce que je peux aller? Donc, oui, oui, bien sûr. Et donc là, je reviens sur Rétafé, donc à côté de Madrid. Et je passe 3 semaines. Le directeur sportif me dit, c'est super, écoute, on va te faire une proposition de contrat. C'est génial. Il m'en gardé une semaine, puis 2, puis 3. J'ai fait 3 matchs amicaux avec eux. Mon profil les intéresse, etc. Et là, ils me disent, bah écoute, voilà, on a 4 jours de repos parce que pour eux, c'est la fin de l'année aussi. Rentre chez toi, il nous reste une dernière semaine la semaine prochaine et on fait les contrats, etc. Je rentre chez moi, donc de Madrid à Rétafé le samedi pour revenir le mardi. Et entre-temps, j'ai un coup de fil de mon agent qui me dit, bah finalement, Hugo, ils ont changé d'avis, ils te veulent pas. Je dis, ok, c'est très bizarre. Enfin, ça fait 3 semaines Ouais. que tout va bien et là, d'un coup, ils me veulent plus. Bon, ouais, ouais, ils te veulent plus, très bien. Le mois de juillet se passe, et là, ils me rappellent en me disant, bah écoute, on t'a trouvé un club, c'est bon, tu pars. Les gens savent même pas de quelle couleur de peau tu es, si tu es gaucher, droitier, etc. Mais Heraldo, l'agent espagnol, t'a trouvé un club, tu peux prendre toute ta chambre, toutes tes affaires, tu t'en vas, tu vas jouer à Fuenlabrada. Sud de Madrid, aussi, troisième division espagnole, ou seconde division espagnole, je sais plus, Segunda A ou Segunda B, je sais plus. Bon, super, bah écoute, de toute façon, j'ai plus qu'à vous faire confiance, on est fin juillet, j'ai pas de club, vous êtes mes agents et ceux qui devaient trouver là où je suis censé jouer. Allez, on y va. Donc, je dis au revoir à mes parents, j'ai tout mis dans la voiture, super, j'arrive là-bas. Et même chose, je fais une première semaine. Puis là, à la fin de la semaine, j'ai l'intendant qui me dédommage de 100 ou 200 euros pour les frais que j'ai pu avoir pendant la semaine. Je dis, tiens, c'est bizarre. Pour un joueur qui est censé signer un contrat, on n'a toujours pas parlé. On m'a filé 200 balles à la fin de la semaine, c'est que c'est pas encore carré, tu vois. J'appelle mon agent, je dis, c'est bizarre. Non, non, mais écoute, Hugo, il faut que tu nous fasses confiance. Attends, je peux faire que ça. Deuxième semaine, il me redonne de 200 balles. Ok. Troisième semaine, on fait un match à Toledo. Ça se passe super bien. Je l'ai le soir. Ouais, Hugo, super, tu vas signer, tout va bien se passer, non, etc. Le lendemain, il m'appelle. Donc, je l'ai eu le soir, la veille, super, trop bien. Le lendemain, il m'appelle et me dit finalement, ils te veulent pas. Tu prends tes affaires et tu vas à Puerto Llano. Et en fait, j'ai compris que le club de Puerto Llano était un club que avait acheté l'agent espagnol. Ok. Et donc, en fait, lui demandait des commissions qui étaient plus grosses que celles qu'on aurait pu obtenir pour moi. Mais vu que moi, j'étais à aucun moment dans les discussions, il n'y avait pas de non, non, mais moi, les gars, je suis pas d'accord avec ça, je veux juste, c'est bon, je veux juste jouer chez vous. Bon, en fait, lui, c'est soit ça passait, et il prenait ça comme il faut, sans que moi je sache rien du tout, soit ça faisait capoter le deal pour qu'il me récupère dans son club. Et donc, en fait, j'arrive à Puerto Llano dans le club où on est mi-août, j'ai plus de club, les saisons sont quasiment commencées pour tout le monde, j'ai ma chambre dans ma voiture. Et je me retrouve au fin fond du monde. Donc, il y a Madrid, il y a Ciudad Real, qui est vraiment le centre de l'Espagne. Et il y a une petite ville qui est une ville pétrochimique parce qu'ils ont une station là-bas et qui vit autour de ça. On est à 600 mètres d'altitude et je me retrouve avec 3 Français, dont un avec qui j'avais joué 11 ans à Montpellier. Ok. Où on s'est croisé les La affaires vache. et en fait, on comprend on s'est fait envoyer par le même agent. Ouais. On tombe là sur place, on a une coloc tous les 3. Sauf que contrat un peu précaire. Les premiers temps se passent plutôt bien. Je crois que le premier match de championnat, je marque. On joue et ça se passe plutôt bien. Et j'ai la confiance du coach, tout se passe très bien, etc. Puis, deuxième mois, ou troisième mois, on gagne 2 matchs sur 4. Et là, le gars nous dit, bah, puisque vous avez gagné 2 matchs, je vous paye 50% de votre salaire. Oh là, bizarre ça Ok, déjà. très bien. Tu t'es fait avoir déjà 2 fois pour 2 autres clubs, là, tu arrives ici. Puis là, quatrième mois, même principe, on gagne 2 matchs sur 4. Ah bah, je vous paye 50% de salaire. Bon, les autres joueurs commencent à se mettre en grève. Waouh, c'est bizarre votre truc, les gars, quand même, là. Nous, on n'avait toujours pas signé de contrat, on était payé un peu au black, pas d'assurance maladie, rien. Je commençais de nouveau à avoir un début de pubalgie. Et là, il a commencé à plus vouloir nous payer du tout. Bon, bah là, du jour au lendemain, en plus, on a des problèmes avec le locataire parce que
le propriétaire de la petit appartement dans lequel on vivait parce que c'était le club qui devait le payer. Mais il l'avait pas payé. Donc le gars venait toquer chez nous tous les jours. Les gars, vous devez nous payer. Non, mais c'est le club qui doit vous payer. Nanana, etc. Bah, un jour, les trois, on a pris nos affaires. On est parti à 5h du matin. On a pris nos affaires, on s'est barré. Et je suis rentré en France. Et j'ai jamais entendu parler du club, etc. J'ai rappelé mon agent. Il me dit, mais vous foutez de ma gueule. Vous m'avez pris pour un guignol. Et surtout qu'en plus, j'étais blessé. Le gars m'a pas rappelé pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, il dit, bah, c'est cool de prendre des nouvelles quand même. Bref, voilà, c'était fini comme ça. Donc Puerto Llano, c'est une expérience dans le football qui n'est pas une des plus belles expériences de football que j'ai eues, mais qui était très formatrice parce que bah, tu comprends ce que c'est que la vie quand tu n'es pas chouchouté dans un centre de formation, tout comme il faut, quoi. Donc ça fait grandir tout de suite, ça c'est clair. J'ai Ouais, appris à parler espagnol. Voilà. Ouais, ça c'est cool aussi du coup. Tu parles Bien sûr. encore un petit peu espagnol Je ou... parle encore un petit peu Ouais. espagnol, ouais, bien sûr, ça m'arrive. En tout cas, je sais me faire comprendre rapidement. Je peux comprendre un petit peu. Je blablate, mais ça marche. C'était combien de temps là-bas que t'es resté Bah, combien de au temps? total, je suis resté 1 an et demi. Ok, quand même, ouais. Et puis pour la petite histoire, je suis rentré donc blessé et en novembre ou octobre, non, décembre. Et en fait, je rencontre ma femme en décembre. C'est celle qui va être ma femme Ok. en décembre. Donc presque, c'est un mal pour un bien parce que du Ouais. coup, je rencontre la femme de ma vie derrière, donc ça me va très bien. Ah, c'est super Voilà. cool en vrai. Mais c'est vrai que bon, ça montre aussi juste un peu les dessous dans le monde du Ouais, football c'est ça. et. Le monde du football semi-amateur, semi-pro qui se croise un petit peu, où il y a un peu d'argent, il y a des contrats, mais c'est pas tout le temps carré. Et en fait, il y a quand même un gros vivier de joueurs qui sont dans cette Ouais. euh, relation-là avec leur club, avec leurs agents. Enfin bref, voilà. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis pas, putain, si j'avais eu un peu plus de chance ou j'avais été mieux entouré par un autre agent, peut-être un peu moins véreux, et qui m'aurait envoyé dans un club plus intéressant, est-ce que tu te dis pas que ça aurait pu complètement donner une carrière différente aussi par la suite ou c'est dur à dire, mais C'est- est-ce que t'as pas eu, c'est- est-ce que t'as pas eu ces questions après cette expérience? Tu t'es pas dit, ah putain, si on m'avait pas envoyé dans un bled paumé, peut-être que ça aurait pu être différent, quoi. je l'ai pas vraiment eu, on le saura vraiment jamais, mais je suis assez. Je suis pas le genre de gars qui rejette la faute sur les autres trop. Ok. Je sais que j'ai ma part de responsabilité dans le fait, bah, je joue mieux au football et enfin, si Oui. j'avais été Mbappé, il n'y aurait pas eu de questions à se poser. J'aurais signé pro tout de suite. Si à un moment donné je signe pas pro à Montpellier, c'est parce que bah, je fais pas forcément l'affaire autant que ça, ou même si j'avais été blessé, si j'avais vraiment été un crack, il m'aurait fait signer. Ouais. À Rétafé, si j'avais été un énorme crack, peut-être qu'ils auraient dit non, non, bah, c'est bon, on vous paye. Donc il y a un peu ce truc de bah, si j'avais été meilleur joueur de football, j'aurais été, quoi qu'il arrive, à un moment donné, un vrai professionnel. Enfin, un vrai. En tout cas, j'aurais été à ma place. J'aurais pas eu besoin de l'agent. Donc, lui, il avait sa part de boulot que je lui reproche de ne pas avoir fait correctement et pas de m'avoir un petit peu eu sur ce côté-là. Pas un petit peu d'ailleurs, mais complètement. Mais je suis pas du genre à lui dire c'est votre faute et pas la mienne, quoi. Moi, j'ai fait ma part du marché. Bah non, en vrai, voilà, il y a un moment donné, quand tu crèves l'écran, tu crèves l'écran. Ouais. Point. Oui, c'est sûr, il y a toujours un petit facteur chance, mais comme tu dis, c'est vrai qu'il y a Voilà. il y a tout le facteur derrière talent et autres qui fait que. Ouais, après, à côté de ça, je connais aussi des joueurs qui étaient extrêmement forts, très talentueux, et qui ont jamais vu le jour en tant en tant que footballeur, hein. J'ai un de mes peut-être, je pense, un de mes meilleurs potes quand j'étais au centre de formation, qui s'appelait Abdoul Silla, qui avait des qualités physiques absolument incroyables. Il était attaquant, il courait vite, il sautait haut, il était fort, il était endurant, il faisait tout, il savait tout faire, il était bon techniquement, il frappait fort, il était grand, là, il avait absolument tout. Lui, tu savais qu'à 14 ans, il serait pro. Mais parce qu'il savait qu'à 14 ans, il serait pro, en CFA, il fumait des clopes, il fumait des pétards et il buvait de l'alcool, il arrivait bourré à Ouais. l'entraînement. Il a été blessé X fois. C'est un gars, il s'était fait déchirer de 12 centimètres sur la cuisse, il l'avait récupéré en 6 semaines. Même les kinés et les médecins, ils s'étaient dit, on n'a jamais vu ça. Et parce qu'il avait ces qualités, cette génétique-là, bah, il n'a jamais été pro de sa vie. Ils l'ont fait signer malheureusement et il n'a jamais joué un match pro parce que en fait, il a jamais fait attention. Même ils l'ont fait signer 1 an parce qu'ils lui ont dit bah en vrai, tu as une hygiène de vie qui est pas cool et qui est pas bien, donc en fait, on te fait signer qu'1 an. Et même ça, il n'a pas été capable de dire attends, vas-y, je prends du recul 2 secondes. Là, ils m'ont mis un petit avertissement, alors que nous, on aurait tous rêvé d'avoir ces Ouais. qualités à lui. Il y en a plein des histoires comme ça enfin, plein que j'ai de gars qui étaient trop forts. Et c'est pas que de la chance, c'est juste. C'est marrant, j'ai entendu une phrase la dernière fois qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est la chance, c'est le croisement de la préparation et de l'opportunité. Ouais. Et je suis assez d'accord Mmh. avec ça. C'est-à-dire que en vrai, la chance, tu sais pas la saisir si t'es pas prêt. Ouais, bien Donc sûr. il y a une opportunité, et si t'es prêt au bon moment, ça devient une espèce de chance parce que t'as été là au bon moment et que t'as fait ce qu'il fallait aussi, tu vois. Et donc
la chance, il en faut, c'est sûr, parce qu'il y a plein de fois où j'aurais adoré avoir un peu plus de chance. Mais ouais, c'est comme ça. Ouais, puis ton témoignage, ça montre aussi que être un footballeur, c'est aussi un tout. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le talent, il y a la préparation, il y a aussi tout ce qui est en dehors du foot, c'est-à-dire le sérieux qu'on va mettre Ouais, aux bien sûr. entraînements, qu'on va mettre en dehors des entraînements, que ce soit dans ce qu'on mange, dans ce qu'on met dans son corps et tout, qui est super important pour un sportif de manière générale. Puis aussi l'entourage, que ce soit la Ouais, bien famille ou sûr. les agents, etc. En fait, on se rend compte que c'est un tout qui fait qu'aussi on devient le sportif qu'on peut être Ouais, ouais, par la clairement. suite, quoi. Par exemple, tu vois, si on revient là-dessus, j'ai très rapidement su que j'étais pas bourré et plein de qualités physiques. Et ce qui était perturbant, c'est que très jeune, j'étais très grand très tôt. Donc, genre, à 12 ans, je faisais 1,80 m. Donc, Ok. sur le terrain, j'étais plus grand que les arbitres. Ce qui est plutôt un atout quand on est Donc, jeune, ce quoi. qui était un atout. Et donc, j'ai toujours joué avec les équipes du dessus parce que plus athlétique tout de suite, euh, jusqu'à ce que je me fasse un peu rattraper, où le côté athlétique était plus aussi prédominant. Mais j'étais quand même bon techniquement, j'étais capable de quand même courir très longtemps pour le gabarit que j'avais. Donc j'avais des qualités, j'adorais dribbler. Et pour le gabarit que j'avais, j'étais plutôt bon dribbleur, mais je savais que je n'étais pas non plus, comme je te disais tout à l'heure, un gros crack. Et du coup, je me suis dit, bah ok, quel est le moyen de pouvoir essayer d'élever son niveau? C'est de travailler plus, de faire plus attention. Donc il y avait vraiment ce truc où j'avais compris, moi, ce côté-là de préparation physique, de attention à l'hygiène. Et si je pense que si je l'avais su plus tôt à quel point c'était important, peut-être que j'en aurais encore plus fait. Mais parce que c'était mon seul moyen à moi d'essayer de dire, bah ok, ça me tirera vers le haut. Et puis voilà, il y en a d'autres où, effectivement, un environnement parental, familial nauséabonde. Et puis, ou en tout cas, pas assez présent pour pouvoir gérer. Et en même temps, c'est compliqué, hein. J'avais des copains qui venaient de Paris, qui venaient de Marseille. Les parents, ils les voyaient une fois toutes les 2 semaines, le samedi après-midi. Ouais. Parce que sans ça, les parents travaillent. Quand tu joues à l'extérieur, les parents se déplacent pas parce que en fait, ils vont venir te voir pour le samedi après-midi, c'est le moment où tu as le droit de sortir. Et quand tu joues à domicile, bah, tu as le droit à un petit peu plus de sorties pour eux. Moi, j'avais la chance de rentrer tous les jours chez moi. Donc le week-end, j'allais faire ce que je voulais. Je pouvais jouer avec des copains, je pouvais. Mais je rentrais chez moi, j'avais mes parents, eux, ils étaient enfermés dans leur chambre tout le temps. Et donc, c'est aussi. Les parents perdent un petit peu le contrôle de la vie de leur fils. Et à l'inverse, eux, les autres sont livrés un peu eux-mêmes. Donc, rapidement, Ouais. tu peux faire aussi un peu plus n'importe quoi. Parce que le club, il ne peut pas tout gérer non plus. Voilà, donc bon. C'est intéressant ce que je dis aussi parce que ça montre tous les sacrifices qu'on doit faire quand on est un sportif professionnel, qu'on aspire en tout cas à devenir un sportif professionnel. Et surtout aux alentours de la vingtaine, où c'est un peu l'âge où beaucoup vont sortir. Bon, t'es Bien sûr. étudiant, tu sors, tu vas prendre tes cuites, machin, tu fais tes conneries à droite à gauche, tu profites avec tes amis, avec ta copine, etc. Toi, comment t'as vécu un peu cette période-là, où, justement aux alentours de la vingtaine, où bah, tu t'es envoyé en Espagne dans un plan un peu bourbier, tu t'essayes de percer aussi à Montpellier, enfin, tu dans un truc où j'imagine que tu fais aussi beaucoup de sacrifices. Ouais. Et par rapport à peut-être des potes à toi que tu vois sortir et faire des trucs que toi tu pouvais pas faire, comment tu vivais ce truc-là aussi? Je l'ai très bien vécu, en tout cas, enfin, Ouais, qu'on a très bien vécu. Toute mon enfance, toute mon adolescence et cette période-là de jeune adulte, là, j'ai toujours su, enfin, on avait compris qu'on était dans, dans une vie qui était un petit peu un parallèle de ce que ouais, les gens vivent normalement. Encore une fois, j'allais en cours, on était deux en cours de français, on était quatre en espagnol, parce que le club avait payé les professeurs pour qu'ils viennent à la maison. Donc quand je croisais ça avec mes copains du même âge, quand je les voyais et que on n'avait pas la même vie, on n'avait pas la. Mais par contre, à l'opposé de ça, le samedi, j'avais entraînement le matin, je devais reposer l'après-midi, je partais le dimanche toute la journée. J'avais pas de vie, je n'avais pas de soirée, je connaissais pas d'autres gens de mon âge, si ce n'est les quelques copains que j'avais d'avant. Donc mais c'était pas grave, j'avais ouais. accepté le truc. Non, ce qui était un peu challengeant pour le coup, c'est cette totale liberté quand on a passé 18 ans. On a notre contrat aspirant de 15 à 18. Là, ceux qui étaient au centre de formation étaient au centre de formation et donc dans leur chambre et ils n'ont pas le droit de sortir. Moi, j'étais chez mes parents, donc c'était très cool. Mais malgré tout, je vivais au même rythme qu'eux. C'était que j'étais au centre de formation à 8 h le matin, je repartais, il était 20 h de l'entraînement. Et eux, du jour au lendemain, ils passent de j'ai été enfermé pendant 5 ans à on a un contrat aspirant. Du coup, vous n'êtes plus au centre de formation, vous allez vous louer un appartement dans Montpellier, vous allez vous acheter une voiture, vous viendrez à l'entraînement comme des adultes, et le reste du temps, vous gérez votre vie comme vous le voulez. Ouais. Et donc là, en Et plus c'est de. là où ça commence un peu à, pour certains, Exactement, et là, ça partir. commence à partir en sucette parce qu'ils se retrouvent avec un salaire qui va être aux alentours de 2 000 € par mois pour jouer au foot et pour avoir que ça à faire, génial. Et donc, en plus, tu es avec la réserve des pros. Donc rapidement, tu as les pros qui ne jouent pas le week-end, qui descendent jouer avec toi. Donc tu commences à louer des relations un peu avec eux. Et puis il y en a un ou deux qui disent bah, ce soir, il y a une soirée, ça vous dit de venir, on va en boîte, on Mhm. fait un truc. Ah, ok, mais j'étais invité par les pros, trop bien. T'arrives, il y a quelques bouteilles de vodka sur la table. Putain, mais c'est ça de Mhm. faire des soirées avec les pros, c'est génialissime. En plus, tu rentres sans faire la queue. Tu vois, et t'arrives, Ouais, tu vois les voitures sur le parking, tu dis ah, mais il est là. Ah, ok.
tous tes copains avec qui t'es, les pros à Montpellier, tout le monde les connaît, donc tout le monde a envie d'être avec eux. Toi, tu leur claques une bise ou tu leur dis, enfin, tu vois, tout de suite, t'es plus Ouais, bien important. sûr. Et donc là, il y en a quelques-uns qui ont commencé à effectivement faire des soirées tous les jeudis soirs ou tous les vendredis soirs. Et donc là, tu arrives à l'entraînement et tu en avais quelqu'un qui sentait toutes les semaines. Ouais. Là, tu dis, ah ouais, moi je l'ai fait 2 fois, tu vois. Mais parce que en fait, je me rappelle d'une fois où on s'entraîne le jeudi matin, on a le jeudi après-midi, on s'entraîne non, mercredi matin et on s'entraîne le jeudi après-midi. Non, pardon, excuse-moi, on s'entraîne le jeudi matin et on se réentraîne le vendredi après-midi. Donc on a le jeudi soir et le vendredi matin pour Pour récupérer un petit peu. récupérer, ouais, bien sûr. Et du coup, le vendredi soir, t'en avais qui arrivaient, ils sentaient encore l'alcool. Mmh. Et moi, ça m'arrivait, j'arrivais avec des courbatures le vendredi soir à l'entraînement, alors qu'on n'avait rien fait le jeudi, quasiment, et que j'avais un jour de repos. Mais parce qu'en fait, quand tu as passé 8 heures debout à boire un peu d'alcool, Ouais, bien je sûr. m'étais jamais rendu compte à quel point ça me faisait des courbatures. Et ne boire et pas boire, c'était totalement différent. Et ça me l'a fait 2, 3 fois. J'ai dit, ah, mais en fait, j'ai mal aux jambes, là, je peux pas avancer ce soir, enfin cet après-midi. Et donc, j'ai très rapidement compris ça. Mais en fait, il y en a, ils faisaient ça toutes les semaines. Et tu rentrais du bus, tu t'allais jouer, je sais pas moi, à Aurillac, à Monaco, à Marseille, etc. T'arrivais, le bus, il te déposait à 20 h. Les gars, ils allaient se changer et ils repartaient le samedi soir même pour pouvoir sortir, tu vois. Parce qu'ils allaient jouer le samedi soir ou qu'ils allaient boire un coup le dimanche. Mmh. Mais bon, quand t'es pro et que tu prends 30 plaques par mois ou 40 ou 60, c'est très bien. Nous, à 2 000 €, t'as encore rien fait. Mais t'es happé très rapidement par ça. Bref, et donc il y en a quelques-uns, beaucoup même. Moi, j'ai cette chance encore là, c'est que je vivais chez mes parents. J'avais pas besoin de prendre un appartement. Et que j'avais ma mère ou mon père qui me disait non, 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 Hugo, rappelle-toi, t'as as choisi cette voie-là, il faut un peu la respecter. Tu peux pas Ouais, juste bien sûr. le beurre et l'argent du beurre. C'est les sacrifices que tu dois faire. J'ai eu un père qui a jamais été. Ma femme, si elle m'entendait, elle dirait qu'il était trop là. Mais en vrai, j'ai eu des parents qui ont été extraordinaires et m'ont tout le temps accompagné. Ouais. Jamais sur mon dos à devoir me dire tu dois faire ci, tu devrais faire ça, tu aurais dû jouer comme ci, tu aurais dû jouer comme ça, tu aurais dû faire la passe là. Jamais à vouloir jouer à ma place. Par contre, toujours à dire si on y va vraiment. Il n'y a pas de. On respecte le truc quoi. Non, là, Hugo, désolé, tu sors pas. Non, faut te faire, tu bois pas. En tout cas, c'est pas bien de sortir. Quand j'ai 18 ans, c'est Hugo, là, tu devrais pas sortir. Là, tu devrais pas aller faire ça. Là, tu Ouais, devrais ouais. te reposer. Là, tu devrais faire ci. Et à la fois, ils avaient raison. Il y a des fois où j'ai pas écouté. Il y a des fois où je me dis, bah ouais, vous avez eu raison. Ouais, mais je me rappelle une, 2 fois où je me suis blessé sur le terrain parce que j'étais crevé et parce que j'étais sorti un peu tard le soir ou que, bref, où j'avais joué un peu à la play trop tard. Enfin, bref, voilà. Ah, mais c'est bien, ça pose un cadre, clairement autour de tout ça. Mais bon, c'est sûr que des fois, on a besoin, on a envie de faire nos propres expériences Ah ouais, aussi bien et sûr. c'est Non, non, important. mais là-dessus, j'ai vraiment eu de la chance avec les parents et je sais maintenant à quel point c'était important à ce moment-là qu'ils soient là. Si même ça, pour le coup, si je devais le refaire, si je devais revenir en arrière, je pense que je serais encore plus exigeant avec ça. Ouais. Parce qu'en fait, à 18 ans, quand tu gagnes 2 000 € par mois et que tu as une voiture, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est bon, je suis arrivé. Là, c'est bon, ça va dérouler. Ça va dérouler, c'est sûr, ça peut pas se passer autrement. Eh ben si. Ouais, ouais. Eh ben si. Et tu dis, oh, mais là, il y a marqué, tu penses que t'es invincible, il y a rien qui va m'arriver. Ouais, mais c'est vrai Si, que si. je pense que la première fois, je pense que c'est le cas pour tout le monde, quand tu reçois tes premiers salaires ou tes premiers versements d'argent, quel qu'ils soient, tu toujours ce petit truc de. Enfin, ça fait un truc, quoi, un peu. Ouais, sans doute. Oui, c'est clair. Oui, c'est Et clair. surtout quand toi, c'est ton objectif aussi, c'est d'être dans le foot et de percer et d'aller au plus haut niveau. C'est sûr que ça peut, je pense, pour certains, leur faire perdre un peu la tête. Ouais, bien sûr. Et comme tu dis. Et puis, il y avait ce truc de aussi, entre 15 et 18 ans, t'as pas eu trop de jeunesse, entre guillemets. Ouais, bien Même sûr. si tu le choisis, il y a un peu ce truc quand tu dis, bah, j'ai un peu de liberté, tu dis, bah, c'est quand même cool parce que j'ai quand même Ouais, pas eu une, bien sûr. j'ai Ouais. pas eu une copine quand j'étais au collège, tu vois. J'ai pas vu une fille, Mmh. j'ai pas eu une soirée, je suis pas invité à quoi que ce soit. Tu te retrouves à 18 ans, tu gagnes 2000 balles et tu peux faire un peu ce que tu veux le soir tout de suite. Bah, rapidement, tu as un copain qui vient à la maison, tu fais un apéro, tu vas faire une petite soirée, Mmh. et puis ça se multiplie sans que ce soit forcément trop tard, tu vois. Et donc, ouais, vraiment, il faut savoir le gérer. Laisse ta personne pour te dire ça se passe pas comme ça. Et j'aurais aimé être là un peu plus carré, bien que j'ai été vraiment carré, je pense, par rapport à beaucoup d'autres. Mais je me serais peut-être encore plus imposé une discipline stricte de genre non, non, c'est pas là que tu veux finir. Ouais, bien Voilà. sûr. Et du coup, après ton expérience en Espagne, tu reviens en France, comme tu Ouais, disais, et tu joues à Agde, donc toujours dans le sud de la France. c'est ça. Donc pourquoi ce club et comment ça s'est un peu passé là-bas? Bah là, c'est la première fois où je décide presque de raccrocher les crampons. Parce que du coup, je rentre d'Espagne blessé. Je rencontre ma femme à ce moment-là, mais je passe quasiment 6 mois sans jouer. Euh, et mon père est assureur et dans ses, assureurs, dans ses clients, dans son portefeuille de clients, il a un autre agent qui habite sur Montpellier et il décide de me le faire rencontrer. Et c'est cool parce que déjà, c'est pas la même démarche, dans le sens où c'est moi qui viens chercher son aide et pas lui qui vient me chercher moi. Donc il y a un peu ce truc de moi, j'ai pas besoin de toi. Du coup, si tu veux qu'on fonctionne, bah va falloir un petit peu que tu mettes du tien.
Et en fait, c'est un agent Alexandre Gontran, que j'ai adoré parce qu'il avait une vision où lui, il a toujours voulu être entraîneur de football. Euh, et donc, il avait cette vision de. En fait, moi, je suis agent, mais un peu comme, je sais pas si tu as écouté le podcast justement avec les 2 agents NBA de Wembayama, Ah non, j'ai pas vu celui-là. qui en fait, eux, ont très rapidement compris que nous, on va prendre des jeunes, on va les faire travailler, mais c'est-à-dire qu'on va payer des coachs, on va payer des Ok. coachs de basket, on va les faire travailler pendant les vacances scolaires, on va les faire et on va analyser leur jeu, et donc il faut aller pousser loin l'entraînement. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, un footballeur, ça s'entraîne en 1 heure et demie par jour, et le reste du temps, ça dort. C'est le seul Ouais. sport au monde où tu es le mieux payé de tous les sports, au temps où tu t'entraînes. Tu prends n'importe quel autre sport, un nageur, un judoka, un tennisman, etc. Ils font 1 milliard de bornes dans l'eau, ils tapent 1 milliard de balles, il y a toujours un truc à faire. Nous, on s'entraîne Ouais. 1 heure et demie, de 9h à 11h30, après on s'est barré. Tu vois. Ouais, Bref, y a pas de truc annexe ou quoi. voilà, donc, et lui, il a dit non, non, ça marche pas comme ça. En fait, tu vas filmer tous tes matchs, on va les découper, tu vas analyser les fois où tu as récupéré le ballon, qu'est-ce que tu as fait comme action, c'est-à-dire quel contrôle tu as fait, quel jeu tu as fait, est-ce qu'il y avait d'autres options au moment où tu as fait le contrôle, est-ce que c'était le bon contrôle, quelle porte tu t'es fermée, quelle porte tu t'es ouverte, où est-ce que tu aurais dû jouer. Bref, vraiment ce truc d'analyse. On va s'entraîner parce que en fait, juste une fois sur le terrain, c'est bien la journée, mais pas du tout. Donc il y a un préparateur physique avec lequel je travaille, il va te faire un programme et tu vas continuer de préparer physiquement et on va continuer à travailler sur le terrain. Et ah là, ça me parle. Voilà, là c'est cool, là on parle vraiment, tu vois. Et donc là, je dis bah vas-y, feu. Et lui, il habitait à côté de Montpellier et il avait récupéré 1 ou 2 joueurs comme ça il rêvait de monter son académie privée. Ok. De dire bah je prends des joueurs, je les forme et s'ils ont un potentiel, je peux les envoyer après. Je peux les récupérer de la com dessus et faire mon boulot d'agent, évidemment. Euh, et donc, c'est lui, dans ce cadre-là, qui me dit aussi, par contre, là, il faut que tu retrouves pour l'année 2013 ou 2014, je sais plus, un club qui joue au moins en CFA ou en CFA2. Et donc, je regarde le pourtour Montpellier-Rhin et Agde est en CFA2 à ce moment-là. Parce que du coup, je crois que je vais jouer à Béziers pendant 3 semaines, même principe. Je vais passer 1 mois et demi à essayer de jouer à Béziers qui joue en CFA. Et les gars me disent, ouais, Hugo, on va te faire signer un contrat fédéral. Donc, ok, super, ok, super. Et au bout de 2 mois, les gars me font rien signer du tout. Hugo, tu pourrais pas aller t'inscrire au RSA et puis. Pas du tout. Donc, je signe à Agde. Agde me propose 700 € par mois. J'avais encore mon chômage. Et du coup, ça me permettait de jouer au football. Euh, L'année se passe pas extrêmement bien footballistiquement parce que là, pareil, tu t'arrives dans un club où rien n'est professionnel. Au point où au Montpellier, tu cherches avant tout, quand tu es jeune joueur, tu cherches avant tout à développer le joueur, Ouais. ses qualités de footballeur pour un jour éventuellement jouer chez les pros. Quand tu arrives à Agde dans CFA, c'est on joue le maintien, peu importe ce qu'il soit. Toi, ta petite personne de vouloir jouer au football correctement, j'en ai rien à faire. Ouais. Ce qu'on veut, c'est que l'équipe elle soit maintenue à la fin de l'année parce que c'est important. Et donc moi, ma vision du football à ce moment-là, qui est d'avoir un jeu léché, pour construire, de VS, le coach qui en fait, non, moi je n'ai rien à faire que tu veuilles construire ou que on veut gagner, point. Et ça a été un peu le clash toute l'année parce que j'ai du mal à faire quelque chose quand je crois pas en ce que je fais. Et donc là, quand je n'adhérais pas au projet de jeu, bah, du coup, c'est très mal passé. Au bout de 8 mois, au bout de 6 mois, j'ai pris le reste de l'année sur le banc. Et donc, j'ai fini l'histoire avec eux là-dessus. Donc, j'ai fait 1 an pour essayer de me le relancer. Mais en parallèle, je m'entraînais avec cet agent-là. Et cet agent-là avec des contacts aux États-Unis. Et c'est de là que j'ai glissé vers les États-Unis. D'où le départ D'où à le départ à Miami. Miami. Donc là où tu as Exactement. fait 2 clubs différents, si je Ouais, dis pas de bêtises, c'est ça. à Miami. Donc tu arrives dans donc le premier club qui est en équivalent de division 4 là-bas, je crois ou... Exactement. Ah, c'est pareil, ça, tu vois, c'est le Globetrotters Ouais. du football parce que c'est toujours des histoires un peu rocambolesques de l'endroit où tu finis. Mais le contact de mon agent, qui était un ami à lui, Wagno Eloi, qui était ancien joueur de professionnel, qui a joué à Monaco, qui a joué à Lens, etc., se retrouve là-bas, directeur sportif d'un club qui est tout jeune. Et ça joue en PDL. En PDL, c'est la première Premium Division League ou je sais pas quoi, qui est le 3e niveau, mais en fait qui est un niveau qui se joue pendant la période où il n'y a plus les matchs universitaires. Ok. Le système américain, on le sait tous, c'est des systèmes universitaires avant tout. Il faut que tu sois drafté, etc., etc. Et donc, aux États-Unis, le football, tu as des niveaux de football universitaire. Tu as le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Pour espérer être drafté, il faut forcément jouer dans un niveau universitaire de niveau 1. Et l'année se déroule de septembre jusqu'à avril environ. Et du coup, quand ça s'arrête, entre septembre et avril, il reste quand même quasiment 6 mois. Les joueurs d'université s'inscrivent dans des divisions, dans des équipes qui vont jouer des PDL, donc dans cette division-là, Ok. pour pouvoir continuer à pratiquer. Mais la saison, elle se joue de avril à juillet. Parce qu'après, août, tu as 1 mois de vacances et ça reprend après sur septembre l'année scolaire.
Donc, tu te retrouves avec 3 mois une saison de 3 mois. Avec les playoffs, tu as 3 mois, quoi. Et quand mon agent m'envoie, il me dit, mais la stat, c'est que tous les joueurs, 70% des joueurs qui jouent en PDL signent pro ensuite. J'ai pas trop bien, 70%, il y a quand même un moment où je fais partie des 70%. Et la stat, quand j'arrive là-bas, c'était pas celle-ci. C'était 70% des joueurs qui jouent en pro ont un jour joué en PDL. Ah oui, ok. Ce qui n'est pas du tout la même Non, c'est chose. pas la même chose. Sauf que ça, je l'apprends une fois que je suis arrivé. Ouais. Ce qui n'est absolument pas pareil. Et donc, j'arrive et donc je joue dans un club qui est tout juste monté. C'est un club qui s'est créé avec un propriétaire qui a fait fortune là-bas et qui a aussi créé le PSG Academy. Ok. Donc, qui est une franchise essentiellement marketing à la base, le PSG Academy. Mais il a créé une équipe de Division 1 en PDL. Et je suis à l'origine de cette première équipe, quoi. Voilà. Ok. Et quand tu arrives là-bas, du coup, est-ce que déjà, passer le cap d'aller aux États-Unis, ça n'a pas été un truc un peu dur à faire? Surtout que du coup, tu nous dis que tu rencontres ta femme 2-3 ans auparavant. Ouais. Parce qu'encore, quand elle est en Espagne, tu étais jeune, tu te disais, bon, je prends un peu ce que je peux prendre aussi, ce qu'on me propose. Mais là, du coup, tu avais ce choix de est-ce que je continue encore? Partir aux États-Unis, c'est quand même un sacré cap à franchir. C'est quand même un sacré cap à franchir, mais c'était assez réfléchi avec ma femme dans le sens où, déjà, je savais pas encore quelle allait être ma femme, parce qu'on ça faisait Oui. finalement, ça faisait 1 an qu'on était ensemble, tu vois, Ok. ça faisait 1 an et demi. Elle était venue s'installer à Montpellier avec moi et j'avais réussi par un ancien contact un ancien coach qui joue à Montpellier, et cetera, qui était parti à Singapour. Il m'avait contacté par mail et il m'a demandé si ça m'intéressait d'aller jouer à Singapour. Donc à un moment donné, on s'est posé la question de: «Bon, OK, moi, ma carrière, c'est celle-ci». Elle était jeune journaliste et donc a priori, c'est forcément un peu l'un fait des sacrifices pour l'autre ou vice versa et qu'est-ce qu'on met en avant en premier? Moi, il me reste à essayer encore 1 ou 2 fois et après je raccroche. Voire j'avais essayé de raccrocher, enfin, j'avais presque raccroché 1 an avant. Donc je dis: «Bah, allez, j'essaye encore une fois». On m'a proposé la Roumanie, mais j'ai dit: «Pas du tout». Là, j'ai cette expérience-là à Singapour et donc on se pose la question avec ma femme de: «Bon, qu'est-ce qu'on fait? Avant même que je parte, est-ce que si demain je suis pris à Singapour, on y va?» C'est une bonne expérience, on a 21 ans, Oui. ou 22 ans, on y va? Elle me dit: «Bah, écoute, oui, on y va». Alors là, après, il se pose la question des visas et comment ça marche, pour un conjoint, il faut être marié, là. Donc on avait déjà commencé un petit peu à se poser la question de: «Ah, il faudrait être marié». Et moi, je lui ai rapidement dit: «Moi, marié, ça me dérange plus du tout. Enfin, j'ai envie de me marier avec toi, là, comme ça, j'ai envie de passer ma vie avec toi, donc s'il faut, on le fera». Mais c'était assez loin dans notre tête, je pars à Singapour, je fais un essai, ça se passe 1 semaine, très bien. Je reviens et quand je reviens, il me propose, un contrat là-bas, mais il me propose, 5 000 $ singapouriens, ce qui fait un contrat à 2 000 €, je pense, une coloc et ma femme, avec nous dans la coloc. Je dis: «Bah, non, je vais pas aller à l'autre bout du monde pour 2 000 € par mois, et ma femme avec moi dans une coloc». Surtout que Singapour, les les, mmh, les, ambitions d'aller plus haut en termes de niveau ou d'aller autre part, ce serait Ouais, changer de pays. Donc ce ça serait ouvre pas aller vraiment de porte après dans le voilà, pays ou quoi. exactement. Donc je dis non. Mon agent trouve ce truc à Miami et puis je dis: «Bah, écoute, tu sais quoi? Ce qu'on fait, ça dure 4 mois parce que la saison, elle dure 4 mois. Viens, on prend un billet aller-retour. On n'a pas besoin de partir, sous un format avec un visa. On fait un ESTA, ça dure 3 mois. On sortira du pays, on rentrera, on refera 3 mois s'il faut. Ça se passe mal, on a le billet retour, on rentre». J'avais négocié le fait qu'avec le club, j'avais quand même, au moins un appartement, où je pouvais être logé avec ma femme, sans, avoir besoin d'être, avec quelqu'un d'autre. Ok. J'arrive sur place, ça s'est pas du tout passé comme ça, bien évidemment. C'est que les gens n'étaient pas forcément au courant. Donc, on s'est retrouvés dans une coloc, on était 14 dans une maison, Oh la vache. louée au sud de Miami, pardon. Mais au sud, c'est-à-dire ça s'appelle comment? Oh, j'ai mangé le nom. Bref, on est à 35 minutes de Miami en voiture. Ok. Tu vois? Je sais pas, c'est comme si tu habitais d'ici et tu habitais à Orly, tu vois? Oui, je suis pas à Paris, je suis à Ouais. Orly et ça avec 11 joueurs. Alors en même temps, c'était une expérience absolument incroyable parce qu'on avait 21 ans. Elle, la seule fille de toute la baraque, parce qu'on habitait à côté de l'endroit où on s'entraînait. Je partais le matin, j'allais m'entraîner à 8 h, je rentrais, il devait être 13 h. Elle passait 4 heures, la maison était vide. Les 2 premières semaines, on n'a pas eu de wifi. Donc elle était seule dans la baraque, rien, au fin fond du monde. L'endroit où on sortait, on n'avait pas le droit de sortir de la résidence parce que c'était à côté d'un quartier, extrêmement dangereux et donc en fait, il fallait pas se balader, en dehors de l'espèce de quartier et il y avait une police sécurisée, enfin privée qui passait dans le quartier. Bon Ok. voilà. Donc un bourbier qu'on n'avait pas du tout imaginé au départ Ouais. et au bout de 3 semaines, elle me dit: «Hugo, voilà, si ça continue comme ça va être compliqué».
La chance que j'ai eue, c'est que j'étais un des meilleurs joueurs de l'équipe, si ce n'est le meilleur joueur de l'équipe. Et du coup, le coach il m'a fait confiance tout de suite en me disant bah, Hugo, écoute, c'est toi le capitaine, c'est toi le patron de la maison, et c'est toi qui vas donner les règles de la maison. Et donc, j'ai eu cette chance-là, dans la maison, qu'on ait eu déjà une chambre pour ma femme et moi, qu'on n'ait pas eu la partager avec quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que sur 14, il y avait 4 chambres. C'est-à-dire qu'il y en avait un, il dormait à 6 dans une chambre. La vache. Il y avait 2 chambres où c'était 3 chacun. Donc ça faisait 12. Et nous, avec ma femme, on était 2, on était 14. Ah, le plan, encore une Ouais, fois. je pourrais en parler très longtemps de cette expérience-là. Ouais. Mais voilà. Bon, et après, footballistiquement, ça se passe plutôt bien. Et on fait plutôt une jolie année. Moi, enfin, une jolie année, une jolie saison, parce qu'elle dure 4 mois. On va jusqu'en playoff. Je suis le meilleur défenseur de l'année. Et je suis dans meilleur défenseur de l'année. Et je suis dans l'équipe type, du coup, de l'année. Donc ça, c'est très chouette. C'est très cool parce que je me dis, bah, super, je vais pouvoir maintenant signer mon contrat parce que j'ai avoir plein de clubs qui vont toquer à la porte parce qu'ils ont vu que pas du tout. Ça se passe pas comme Ça prévu. se passe pas du tout comme prévu. Et en fait, il y a un des gros soucis aux États-Unis qu'on a, enfin, pas un des gros soucis, mais qu'on a nous, à la même échelle, on l'a en France, en Europe, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir dans ton équipe plus de 7 joueurs qui n'ont pas la green card. Et nous, en Europe, c'est pareil, tu n'as pas le droit d'avoir plus de 7 joueurs qui sont non européens. Mais non européens, étant donné qu'il y a déjà un vivier d'Européens qui est extrêmement important, les cas de figure, tu les entends très 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 rarement où tu as un joueur qui n'a pas la possibilité de venir jouer chez toi. Ouais. Il y avait que le PSG il y a une année ou deux où ils avaient trop d'étrangers. Et vu que c'est le PSG, tu peux facilement naturaliser des joueurs ou leur faire avoir les papiers. Mais nous, c'était le cas aussi en théorie, sauf que moi, petit Français, euh, qui n'a aucune valeur, aucune notoriété pour le football Oui. d'Amérique du Nord et du Sud, on n'a pas de raison d'investir de l'argent sur toi parce que ce qu'on va te payer toi, on pourrait payer 3 gars à l'année qui nous feront plus ou moins le même taf de défenseur que toi, sans avoir à se griller ce spot-là de joueurs étrangers à forte valeur ajoutée, notamment commerciale. Ok, ouais. Donc en fait, je me rends compte rapidement que tous les joueurs pro, tous les clubs pro me connaissaient, mais qu'il n'y a personne qui avait décidé de m'engager parce que il n'y avait pas j'avais pas de valeur pour eux. Voilà. Ouais, c'était plus une prise de risque au final. C'était une prise de risque, voilà, et ils n'avaient pas grand-chose à gagner. Au mieux, je fais bien mon taf et ils ont un bon défenseur qui va marquer 2 buts dans l'année, qui va faire 4 passes décisives et qui va bien faire le taf. Au pire, ils ont investi sur un gars et ils ont mis des ronds pour qu'il ne fasse pas du tout l'affaire, alors qu'en fait, ils auraient pu prendre 3 Américains qu'ils auraient payé $600 par mois et Ouais. ça faisait l'affaire, tu vois, sur l'année. C'est tout le problème un peu entre les défenseurs et les attaquants, c'est que c'est toujours il y a plus de valeur ajoutée, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Et du coup, comment je me retrouve dans le deuxième club, c'est que à ce moment-là, je sais que Alessandro Nesta et Paolo Maldini ont monté un club. Ou Maldini a monté un club et Alessandro Nesta va être le propriétaire du club, le coach, pardon. Et il crée ce qu'on appelle là-bas des try-outs. Try-outs, c'est des essais qui sont ouverts à absolument tout le monde. Ça permet localement de se faire connaître par tous les gens. Et en même temps, ça permet, si jamais il y a un ou deux joueurs, de pouvoir les dénicher, tu vois. Et donc, je me retrouve à faire ces try-outs. On est 6 ou 7 de l'équipe avant à les faire, parce qu'on avait tous entendu parler de ça. Et là, il faut comprendre le truc. Tu payes $200 pour le week-end, et on est genre 400 joueurs à se pointer le samedi, tu vois. Donc, c'est un peu de rentrée d'argent pour eux. Ça te fait connaître un peu sur la zone de Miami. Mais par contre, je me retrouve avec des mecs de 40 ans, un bide, ça fume des clopes avant. Il y a de Et tout, quoi. il y a absolument de tout. Et des gars, enfin, c'est vraiment risible, quoi. Et les gars, là, sur le tryout, ils créent 20 équipes de 10 joueurs, ou non, 10 équipes de 20 joueurs, et tu fais des matchs d'une demi-heure, et grosso modo, tu es assuré de jouer 3 matchs. Mais tu sais pas combien de temps. Et voilà, et donc sur 20 joueurs, tu en as 11 qui jouent, il y en a 9 qui sont sur le banc, il fait des changements, etc. Alors je pense que tu donnes ton background au départ quand tu t'inscris, et ils doivent checker un peu les backgrounds en faisant jouer plus ou moins un joueur. Mais il y a des joueurs, ils avaient noté qu'ils jouaient à gauche, ils sont joués tout le tryout milieu droit. T'as un peu les boules, parce que là, je suis venu pour me montrer, et bref. Et là, moi, j'ai très bien joué, et du coup, là, ils m'ont gardé. À la fin du rassemblement, le dimanche, ils en ont gardé 18, donc dans lesquels je faisais partie. Et ils ont dit, bah, les 18, là, vous reviendrez, on fait un deuxième try-out. Là, cette fois-ci, avec des joueurs que nous aurons invités, qu'on nous aura proposés avec des agents, nanana, etc. Donc, il y aura un niveau beaucoup plus relevé. On vous serait environ 60. Et même principe. Donc là, je reviens, je me dis, oh, ok, super. Mais tu te dis, bon, là, ok, je vais jouer contre des plus gros joueurs, etc. Et là, sur les 60, même chose, de nouveau, ils me gardent. En disant, bah, ok, super, un tel, on est 8 ou 9 à être gardés. Et là, on est gardé pour recommencer la saison qui va venir avec eux. Sachant Ouais. que c'était un nouveau club, ils commençaient la saison très tôt. Ton premier match était en mai, en avril, et on commençait deuxième semaine de janvier. Tu vois, la pré-saison.
Sauf que là, tu rentres dans un truc un peu à l'américaine où chaque semaine, tu peux être cuté. Tu sais, le coach qui rentre dans les vestiaires et qui te dit bon, bah, par contre, tu prends tes affaires et Ouais. allez, saute, tu t'en vas, quoi. Donc, et puis, bah, chaque semaine, chaque fois que voyais rentrer le coach dans les vestiaires, je disais, ah, putain, c'est pour moi, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est pour moi. Chaque vendredi, ça arrivait et j'étais en mode, c'est sûr que là, il va me dire, c'est sûr que là, il va me dire. Et surtout que ma femme, elle avait trouvé un boulot là-bas, c'est grâce à elle qu'on est resté. On s'est mariés entre-temps, etc. Je dis entre guillemets les papiers, oui et non, parce qu'on avait prévu de se marier si c'était le cas. Et quand ça s'était proposé, elle a dit, bah, ma chérie, on avait dit qu'on se mariait, veux-tu m'épouser? Oui, super. Eh bah, allez, on y va. Vous êtes mariés où, du coup? Vous êtes Et, revenus en France pour le mariage ou non, non, du coup, parce qu'il là-bas? fallait que les papiers soient faits rapidement. Ok. Et donc, du coup, on s'est mariés à Miami Beach, donc l'équivalent de la préfecture de Miami Beach. Euh, on s'est mariés à 9h, à 9h10, on était repartis et c'était fini. C'était Ok, marrant. excellent. Mais par contre, on a refait un vrai mariage en France. Ok, ok. Et moi, j'ai voulu prendre tout de suite il n'y a pas de débat sur on est marié aux États-Unis, mais pas en France. On n'a pas fait. J'ai fait reconnaître le mariage tout de suite, Ouais. envoyé tous les papiers à Washington, et ils ont envoyé ça aux affaires étrangères françaises. Et j'ai reçu mon livret de famille de on est marié, on est marié. J'ai pas fait ça juste pour le football ou pour les papiers. Non, non, je voulais me marier avec toi. Ça a poussé un petit peu la situation, mais c'est ça qu'on voulait. Et donc, voilà. Ok. Et comment se passe un peu cette expérience du coup? Parce que quand même, tu rejoins un club avec Maldini à la tête et Nesta qui est le coach. Donc c'est quand même des personnes dans le monde du football, quoi. C'est quoi un peu ton expérience là-bas en tant que joueur? Est-ce que tu fais quoi, une saison, 2 saisons? Je fais un peu plus d'une saison. Ouais. Ouais, je fais un peu plus d'une saison. Ça, c'est génial parce qu'effectivement, c'est Alessandro Nesta. Que dans l'équipe, il y a quand même Darius Vitanic qui a été Ok. meilleur Ouais. buteur de la Ligue 1 avant que le PSG soit le PSG avec Ibrahimovic. Donc il est meilleur buteur juste avant qu'Ibrahimovic, l'année où il arrive, soit ensuite meilleur buteur. Donc truc avec un gars qui a joué à Nice, qui avait joué aussi en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, pardon. J'ai mangé le nom aussi. Bref, un grand club européen avec des footballeurs. Il y avait Wilson Palacios qui avait joué à Stoke City, qui avait joué à Tottenham pendant 7 ans. On trouvait des joueurs Ouais. d'un autre niveau vraiment. Et donc ça, c'était très cool. Puis en plus, Nesta est arrivé et Maldini sont arrivés avec cette volonté d'avoir un truc très professionnel tout de suite. Donc ils ont refait tous les vestiaires, il y avait une salle de gym, ils ont refait toute la salle de gym. On avait des terrains qui étaient des superbes terrains. C'était dans une université, on avait loué des locaux dans une université. Et c'était génial. Déjà, c'était génial de pouvoir passer toutes les semaines de coupure et puis un jour te dire, bah Hugo, c'est bon, on te garde, on va te faire signer un contrat. Et là, même là, le contrat qu'ils m'ont fait signer, j'avais des problèmes de visa et choses comme ça. J'ai pas pu toucher mes 4 premiers salaires, je les touche qu'en juillet. Donc, mars, avril, mai, juin, je les touche en juillet. Donc, d'un coup, je prends un gros montant. Ouais. Un gros montant. On s'entend, je l'ai payé 4000 $ pour jouer au foot. Parce que moi, je trouvais ça génial. Mais je touche 20 000 $ d'un coup. Sauf qu'avant, c'était ma femme qui assumait quasiment les deux. Parce que moi, je touchais un peu de cash en étant coach au PSG Academy. Mais ça a monté à 1000 balles. Ouais. Ouais, donc, j'ai fait les deux pendant un moment. Et puis, quand là, enfin, j'ai l'argent qui est un peu tombé, j'ai arrêté en disant, bah les gars, là, j'ai vraiment plus le temps et le football me prend trop de temps. Mais il a fallu garder ça. Je t'ai payé en espèces à hauteur de 1000 balles par mois pendant que ma femme travaillait. Il a fallu se démerder comme ça. Bref. Mais c'est pour dire le côté Globetrotters du truc où c'est Ouais, vraiment. entre j'étais professionnel de football et en fait la réalité, il s'est passé beaucoup de choses. Mais sinon, l'expérience était fabuleuse. Pareil, j'ai voyagé dans tous les États-Unis parce que là, tout de suite, quand tu vas jouer à Edmonton Ouais, au bah oui. Canada, c'est un road trip. On partait pour 3 semaines de temps en temps. Et ma femme, je la voyais pas pendant 3 semaines parce que c'est tellement grand. Mais pareil, ils avaient eu cette volonté d'être professionnels dans vraiment l'encadrement, le club. Et du coup, tout était fait pour que ce soit une équipe pro de Ligue 1, quoi. Donc c'était vraiment trop bien. Et Nesta, c'était à la fois incroyable et un peu frustrant parce que c'est un Italien à l'ancienne. Et donc, ça fait beaucoup de gestes avec les bras, ça gueule beaucoup, c'est très sanguin. Donc à l'entraînement, c'est arrivé que il essaie de nous demander de faire un truc tactiquement, on l'a pas réussi en le faisant 3 fois, il nous a renvoyé au vestiaire en mode vous êtes des cons, cassez-vous, vous êtes incapables, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, bah, il est bizarre quand même. Moi, quand je l'avais sur le côté, parce que pareil, je commence l'année, je suis titulaire et je joue quasiment toute la première saison à gauche titulaire. Mais quand je l'avais de mon côté derrière moi, tu étais en pression de recevoir le ballon parce que avant même d'avoir reçu le ballon, alors que tu n'avais pas encore reçu quoi que ce soit, il t'avait déjà gueulé dessus sur comment jouer. Et c'était assez chiant. Au bout d'un moment, tu avais envie de lui dire tais-toi 2 secondes, soit tu prends ma place, soit tu me sors, mais juste tais-toi.
Et c'est un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas lui avoir dit. C'est que j'étais encore jeune joueur, content d'avoir signé mon contrat, surtout pas vouloir faire de vagues, surtout vouloir plaire au coach, nanana, etc. Alors qu'en fait, si aujourd'hui, si j'avais été là aujourd'hui, bah écoute, tu sais quoi, soit tu me renvoies à la maison, soit tu me mets sur le banc, mais arrête de me casser les bonbons. Ouais. Et j'ai pas eu le cran, le charisme de lui dire ça, parce que trop peur de perdre que j'ai perdu finalement. Mais bref, voilà. Est-ce que du coup, tu commences toute la première saison titulaire et Ouais. après, ça évolue comment? Du coup, tu te fais mettre sur le banc Ouais, progressivement au fur et et... à mesure, on a des résultats qui sont un peu en dents de scie. On commence plutôt bien, mais on a des résultats qui sont un petit peu en dents de scie. Et du coup, le coach essaie des nouvelles un petit peu tactiques, nanana, etc. Il y a peut-être un ou deux matchs où je passe un peu au travers. Et il sent que mentalement, je suis peut-être pas aussi solide que ce qu'il imaginait, tu vois. Et du coup, je pense que ça a été un de mes plus gros défauts dans ma carrière. Euh, c'est que j'ai toujours voulu plaire. J'ai toujours voulu faire pour plaire au coach en question. Quitte à me travestir un petit peu sur la façon que j'aime moi de jouer. Ouais. Donc soit j'adhère pas du tout à ce que le gars veut faire, ce que le gars veut faire, et j'arrive pas à jouer comme il le veut parce qu'en fait je comprends pas. Typiquement à Agde, je joue bien au début, nanana, etc. Je suis un des meilleurs joueurs, et puis au bout d'un moment, ça va pas comme il veut. Il me demande de te balancer devant et de pas construire, et que dès que t'as un ballon, il te demande de le renvoyer. Et moi je dis non, en fait c'est pas comme ça que je joue au football. Et donc là il y a une distance qui s'installe entre lui et moi de genre je jouerai pas comme ça. Et donc là il me met sur le banc tout de suite parce qu'il comprend que enfin voilà, on va plus le football de la même manière. Mais sinon, beaucoup de fois, j'ai trop voulu plaire au coach en question, quitte Et en fait, quand tu joues pas pour tes qualités, mais pour ce que lui fait, bah tu déjoues. Et il Ouais, y a bien un moment sûr. donné où Nessa, quand tu lui reçois le ballon, il te fait trembler les jambes parce que tu sais pas ce qu'il va te dire et que tu veux lui plaire, mais que tu as l'impression que tout ce que tu fais est toujours là à râler. Et ben, après, je sais plus quoi faire. Et du coup, à la fin, il prend et il dit: Ah, Hugo, en fait, il est un peu fébrile, tu me passes sur le banc et c'est fini, quoi. Ouais, Ça, c'est un des plus gros regrets. ok. C'est vraiment un de mes plus gros regrets de pas être à envoyer un peu les gens se faire voir quand il fallait, en mode bah, moi c'est comme ça ou pas. Et c'est une qualité que j'ai adorée chez Younes Belhanda, un joueur de foot, et qui lui arrivait, pim pam poum, il n'en avait rien à faire. Ouais, après, ça Il... passe ou ça casse, quoi. Ça peut aussi très Ouais, bien, ouais, bien très sûr, bien passer, comme au final ne pas. mais tu Peut-être que ça vois, n'aurait rien changé à la situation, mais. exactement. Mais même, tu vois, je me rappelle 2 fois où quand je jouais à Montpellier, où je me faisais la question, tu vois, de temps en temps, quand tu étais avec la réserve, et le coach est rentré, il disait, bah par contre, un tel, aujourd'hui vous allez vous entraîner avec les pros. Et toi, t'attendais que ça tombe sur toi, tu vois. Et moi, j'étais presque en mode, ouah, j'espère que ça tombera pas sur moi. Hmm. Parce que si j'avais pu me mettre dans un coin pour surtout pas faire de vagues ou pour surtout pas faire mal, Ouais, bien sûr. ou pour pas passer pour un guignol, je l'aurais fait, tu vois. Alors qu'en fait, Younes Belhanda dit: Ah ouais, fais-moi jouer chez les pros, je vais leur marcher dessus. Hmm. Je n'ai rien à foutre de vous là. Moi, je suis là pour une seule chose. S'il faut manger un tel et un tel, je le ferai. Et ça, j'ai jamais eu cette méchanceté-là ou cette niaque-là. Et donc, pareil, sur un coach, ah, tu me saoules, vas-y, je vais jouer comme j'ai envie de jouer moi. T'as pas envie que je joue, tu me mets sur le banc. Tu veux me faire Hmm. jouer, vas-y. Mais je ferai comme moi j'ai envie. Tu vois, Ryan Cherki, tu vois, je pense en ce moment, c'est un peu ça. Je pense qu'il fait péter, Oui. il fait péter des plombs à Guardiola. Par contre, quand il met sur le terrain, ben, en fait, tu peux rien dire. À la fin, il marque un but ou il fait une passe D par match. Donc l'autre, il le rend fou sur le côté. Mais les stats, elles parlent pour lui, quoi. Et en fait, tout le monde dit, bah, c'est un crack. Je pense qu'à Ouais. coacher, ça doit être un enfer, ce type. Mais c'est un crack. Ouais, bien sûr. Et c'est une qualité que j'aurais aimé avoir de dire, moi, je joue comme ça passe parce que tu veux me faire jouer, vas-y. Ça passe pas, c'est pas grave. Et moi, j'ai toujours en mode, si c'est grave, parce que je serais peut-être pas pro, parce que je veux lui plaire, parce que si je lui plais, il va me faire jouer. Et en fait, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus desservi dans ma carrière. Ouais, Voilà. tu penses que ça aurait peut-être. Au-delà du fait que ça aurait pu te donner peut-être une autre carrière différente, c'est aussi un regret, du coup, toi, de ton côté, de dire. Ouais, ouais. Ne serait-ce que de le dire pour l'avoir dit, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Quand je fais un peu le bilan de régulièrement, je commençais, j'étais bon, puis à un moment donné, je me fais bencher et j'arrive pas à ressortir du banc. Tu te dis, j'étais trop gentil et j'étais trop à vouloir faire comme on voulait que aimerait que ce soit. Et juste, pas juste, c'est mon jeu, je joue comme ça, tu veux pas, et tant pis pour toi. Voilà. Et peureux un peu de ça, tu vois. Et j'ai ce regret-là de vraiment pas avoir été d'un caractère différent à ce moment-là. C'est le plus gros regret que j'ai depuis très longtemps. J'ai fait cette analyse-là assez rapidement. Ouais. Il y a vraiment ce truc de volonté. Parce que tu vois, après, j'essaie de m'entraîner, j'essaie de toujours faire plus que les autres, d'être plus à l'aise. Mais en fait, c'est presque un peu des trucs où je me réfugiais sans doute de si je fais ça, ça ira bien. Mais non, en fait, on pourrait. Il y a aussi des très bons joueurs. J'ai aussi connu, à l'inverse, de très bons joueurs qui ne faisaient rien de bien sur le terrain, à côté. Mais par contre, quand il fallait sur le terrain, ils jouaient leur jeu et ils allaient faire voir tout le Ouais. monde. Mais par contre, je pense que Yaran Cherki, c'est pas le gars qui doit être le plus carré au monde dans sa vie de tous les jours, dans son lifestyle, tu vois. Ouais.
Mais il s'en fout. Je dis, bon, vas-y, mets-moi là. Yamin Lamal, je suis pas sûr que ce soit Oui. le mec le plus carré du monde dans, tu vois, Dembélé, pareil, Doué, pareil. En fait, c'est des mecs, vas-y, mets-moi sur le terrain, je sais pourquoi je vais sur le terrain et je sais pourquoi même on me fait jouer. Tu vois, bah, j'aurais aimé être comme ça. Ouais, c'est un état d'esprit après qui Voilà, est c'est ça. J'aurais complètement vraiment aimé être différent. comme Ouais. ça. Et du coup, là, tu es sur le banc, ça se passe pas forcément bien. C'est quoi les options que tu as un peu à ce moment-là? Parce que tu dis que ta femme travaille aux États-Unis, tu as l'air plutôt bien apprécié comme l'expérience au global de ce que tu en dis. Est-ce que tout à l'heure, tu nous as parlé du fait que tu avais justement, là, tu raccroches les crampons après cette Ouais. expérience. Et qu'est-ce qui t'a poussé donc à ce moment-là à cette décision? Tu n'avais pas d'offre d'autres clubs, tu t'es dit encore une expérience de plus où ça fonctionne pas vraiment, et c'est ce que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors non, c'est pas la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc Miami, enfin le Miami FC me dit, bah écoute Hugo, on te re-signera pas pour l'an prochain. Ok. J'ai dit bon bah ok, je m'en doutais un peu. À ce moment-là, Nesta me propose d'intégrer éventuellement le staff. Je suis en mode non, j'ai encore envie de jouer, tu vois. Ouais. Et si là j'avais saisi l'opportunité, peut-être que je serais encore à Miami aujourd'hui, dans un autre métier, hein, Ouais, bien je sûr. serais peut-être vivant encore là-bas. Et en parallèle de ça, mon agent à ce moment-là, lui qui a toujours rêvé d'être coach, décide de monter sa franchise, parce qu'aux États-Unis, c'est un système de franchise. Tu adhères à une ligue en payant pour Ouais. avoir un club qui existe. Et bien sûr, tu dois adhérer à une charte, nanana, etc., à des lois de concurrence avec d'autres clubs. Mais si la ligue dit oui, on vous accepte et que tu payes ce que tu dois t'acquitter pour pouvoir exister, tu existes. Et donc, moi, déjà, je contacte tous les clubs dans les contre lesquels j'avais joué en NASL, qui était la seconde division américaine, avec Miami. Tous les gars me répondent: «Ah mais on voit très bien ton profil, on connaît très bien, on aurait adoré t'avoir, mais en fait, vu que tu es français et que tu pas la green card», et ils m'ont tous dit: «Tu la green card?» «Non, bah désolé, mais on pourra pas». Et en fait, les gars me l'expliquaient très clairement. Ils me disent: «Bah, tu es un très bon joueur de football, mais t'as pas une valeur qui fait que les gens viendront se déplacer pour te voir toi dans le stade, quoi». Quand, on sortait, alors ce qui était marrant avec Nesta, c'est que c'est lui qui prenait plus de photos que tous les joueurs. Ouais. On passait à l'aéroport ou quoi que ce soit, c'est lui qui prenait toutes les photos avec tous les mais bon, ça se comprend. Oui. Mais par contre, tous les Sud-Américains, que ce soit, Wilson Palacios, il était hondurien. Tous les Honduriens, ils prenaient des photos avec lui. Dario Zdanic était, argentin. Tous les Argentins venaient pour lui. Donc en fait, il ramenait du monde au stade et c'est pour ça qu'il les avait pris. C'était vraiment cette forte notoriété. Et tu comprenais pourquoi, parce que chaque fois qu'on partait, ils signaient des maillots, ils signaient des autographes et tout. C'était très marrant à Miami aussi, parce que du coup, on en faisait beaucoup, nous, on avait des moments comme ça. Mais les gens venaient pas pour moi. Et ils seraient jamais venus pour moi, en vrai. Il y a aucun Français qui est là, chez qui tu vas, même Olivier Giroud aux États-Unis, quand il a joué, tu te déplaçais pas pour aller voir Olivier Giroud quand il jouait au LAFC. Tu vois, Ouais, ni même Hugo Lloris, tu vois. Et encore que si, Matuidi, bref, bon. Et, euh, et du coup, tous les clubs me disent, bah en fait, si t'as pas la green card, on pourra pas te prendre. Donc je comprends très vite que ça va être compliqué. Et mon agent me dit, bah, nous, on essaie de monter un club à San Diego pour l'année prochaine en NASL. Donc Hugo, de toute façon, t'es dedans et nous, on te fera la green card, etc. Super. Sauf que là, on est en 2000. Donc je rentre en 2017. Il me dit en 2017, nous, on aimerait bien faire la saison début 2000. Enfin, on va essayer de reprendre fin 2017, donc en octobre ou novembre, et pour repartir sur une lancée où on va jouer en 2018. Bon. En 2018, en 2017, il me dit finalement non, ce sera pas en octobre, ce sera à la rentrée. Mais viens quand même faire des essais parce qu'on a des essais à la fin de l'année, donc fin 2017, la fin janvier, une semaine avant Noël. Viens faire les try-outs parce que même si tu es dans l'équipe, tu pourras rencontrer quelques autres joueurs, ça peut être bien et tout. Donc je pars une semaine à San Diego. Je laisse ma femme en lui disant bah normalement là dans le mois qui suit, après on fait nos valises et on y va parce que on reprend pour la saison. J'arrive là-bas et en fait quand j'arrive là-bas, je comprends qu'il y aura jamais de saison cette année. Donc en fait, je fais un aller-retour à San Diego et je comprends qu'il y a rien qui est prêt pour qu'on joue OK. l'an prochain, en fait. Et, euh, et là, en fait, euh, mon club, enfin, le club de San Diego, la franchise qui s'était créée avec mon agent, euh, part en procès avec la Ligue et part en procès avec la Fédération de football aux États-Unis parce qu'ils veulent absolument qu'il y ait la montée et la descente, comme on l'a en Europe. Auquel s'associe le club de Miami. Parce que le club de Miami, le propriétaire majoritaire était un milliardaire. Et lui, il a offert à la Fédération américaine de football 4 milliards d'euros pour leur faire accepter le système de montée et descente de la MLS à la NASL, Ah de la oui. NASL à l'USL, alors que ça avait été estimé à environ 2 milliards.
Et en fait, ça a été un procès qui a duré très longtemps. Donc, il y avait vraiment des hauts et des bas. Donc, toi, tu suis ça. Mais tu suis ça et ça a pris 6 mois, 8 mois, 1 an. Et en fait, toi, t'es là, en fait, on jouera jamais cette année. Donc, il y a eu une année blanche, quasiment. Et pourquoi ils ont refusé? A priori, parce que le gars a offert quand même 2 milliards de plus que ce que ça valait. Et en fait, ils ont juste très, très simplement dit tous les propriétaires des clubs de MLS sont quasiment au board de la fédération de football. Et Ouais. vu qu'il y avait un système qui n'est pas de montée et de descente, tous les clubs dans lesquels tu joues en fait, sont des clubs immobiliers. En fait, il y a énormément de propriétaires qui ont fait des investissements immobiliers de stades. Ils ont racheté des surfaces, ils ont créé un stade, ils ont créé des locaux, ils ont créé toute une écosystème autour de chaque stade et de chaque ville. Je te prends l'exemple de Cincinnati, tu as un stade avec 40 000 personnes, avec une équipe qui joue, qui est en première division. Sauf que si à la fin de l'année, elle descend en second puis en troisième, tu te retrouves avec un endroit où tu as acheté avec un stade qui vaut plus rien, plus personne qui joue dans ce stade. Ouais. Et donc en fait, là, tu viens remettre en cause les 300-400 millions que les gens ont investis un peu partout dans le monde. Et donc les gars ont dit non, en fait, il n'y aura jamais de montée de descente, peu importe ce que tu vas nous offrir. Tout ça pour dire que le club de San Diego ne joue pas la saison 2018. On se retrouve, du coup, moi là, je signe au PFC à Paris. Bon, encore une galère, bref. Je me retrouve à travailler sur les champs chez Nike et chez Adidas en tant que vendeur Ok. pour gagner un peu d'argent en me disant je vais repartir à un moment donné parce que mon agent me dit mais t'inquiète, on joue pas en 2018, mais on jouera en 2019. En 2019, ça rejoue pas. Et en fait, début 2020, il y a le Covid. Et là, moi, à ce Ouais. moment-là, j'avais raccroché en disant c'est bon, ça fait 2 ans que je joue pas, j'en ai marre, il n'y a plus de club. J'ai cumulé suffisamment d'heures d'intérim pour pouvoir me faire payer ma formation de coach sportif. Donc elle m'est payée, elle vaut 7 ou 8 000 euros. Et en plus, je suis dédommagé et rémunéré comme si je touchais un chômage. Donc là, je dis, bah, ça fait 2 ans que je joue pas. Je dois sans doute aller à San Diego, mais en vrai, on ne sait pas si le club se fera ou pas. Et si ça se fait, c'est dans 1 an. Et ça fait déjà 2 ans que je joue pas. Et là, on me propose une porte de sortie qui est un peu en or, un pont d'or. Je dis, bah, en vrai, il faut savoir saisir son opportunité, comme je te disais tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Et là, je dis, bah, vas-y, je prends et je me forme et basta le football. Finalement, il y a le Covid en plus, donc j'ai très bien fait parce que je fais ma formation en 2019, je suis diplômé début 2020. Et en fait, début 2020, je fais un mois et demi de coaching et paf, on est en Covid. Mais si on avait été avec ma femme là-bas ou que moi, je pouvais Ouais. travailler et on est resté, on reste là-bas avec un salaire pour deux et passer quasiment 1 an sans pouvoir exercer. Imagine le club te dit, bah en fait, du coup, vu que vous êtes sous contrat, ouais, mais non, vu qu'on joue pas, on vous paye pas. Ah, comment on fait du coup? Bref, valait mieux qu'on soit en France. Et donc voilà, c'est comme ça que je raccroche les crampons avec un espoir de partir à San Diego et qui ne s'est jamais fait. Il a vu le jour, hein, le club, un jour Le ou- club a vu le jour, ouais, ça s'appelait San Diego FC ou San Ok. Diego. Non, 1964 FC, San Diego. Ça a vu le jour. La franchise a évolué pendant 2 ans. Je sais que mon agent y a laissé beaucoup de plumes financièrement Ok. parce que justement, ce Covid, parce que plus de temps prévu, il a fait déménager toute sa famille, il avait loué ou acheté une maison là-bas. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Il faut scolariser tes enfants, nanana, etc. Et finalement, ils sont revenus habiter en France et ils ont revendu le club. Et le club joue aujourd'hui en 3e division, je crois, mais il s'appelle différemment. Ok. Et voilà comment s'arrête la fin de ma carrière football. Mais du coup, et aussi quand tu étais aux États-Unis, est-ce que vous aviez un peu cette envie de. Est-ce que vous vous projetiez aux États-Unis pendant un moment ou c'était plus un peu tant que tu pouvais jouer au foot là-bas, 2, 3 années, tu serais resté ou il y avait vraiment ce truc avec ta femme de te dire, de toute façon, on va rester encore 5, 10 ans aux États-Unis, on s'y plaît bien ou... Bah, en fait, on s'y plaisait vraiment bien. Ouais. Mais c'est vrai que ce côté, comme je te disais tout à l'heure, précarité des contrats. Tu vois, c'est des contrats de 1 an, de Ouais, bien 2 sûr. ans, où un jour tu vis à Miami, le lendemain tu es à San Diego. Et donc, en fait, il y a 4000 km qui te séparent. Il y a un peu ce truc aussi où tu poses jamais vraiment tes valises, tu t'installes jamais vraiment. Jusqu'à présent, la situation à Miami était quand même une situation qu'on avait encore un peu plus précaire. On avait réussi à aménager dans un appartement qui était plutôt cool. Ma femme gagnait 2 500 € par mois dans un taf qu'elle avait trouvé et qui nous avait obtenu des visas pour qu'on puisse rester. Moi, j'avais obtenu un visa de travail, mais j'étais payé un peu au black aussi en étant coach de football parce que j'avais un diplôme en France et j'étais coach pour le PSG Academy. Quand j'ai arrêté de jouer à Miami FC, quand ils m'ont dit Hugo, c'est la fin de la saison et on te remercie, c'est gentil. Euh, il- j'ai quand même passé, je crois, 1 mois et demi à être serveur dans un restaurant. Et j'ai mieux gagné ma vie en étant serveur dans un restaurant qu'en étant joueur de foot. Ça, c'est très marrant aussi. Ouais. Mais par contre, c'est pas les mêmes, voilà, c'est pas le même métier, bien sûr. Donc, il y avait un peu ce truc, à la fois tu te projettes, et en même temps,
tu sais que tout ce que tu dois faire, tu dois le faire pour deux. C'est-à-dire que toutes les démarches que tu dois essayer d'entreprendre, tu peux plus le faire seulement pour toi. Faut que la finalité aboutisse à pouvoir nous faire rester tous les deux. Il n'y avait pas un truc où bah, moi je peux, mais par contre, on ne faut pas de visa. Donc toi, tu peux rester, pas toi. Et donc, c'était jamais l'un Ouais, sans bien l'autre, sûr. quoi. Ouais. Donc, on n'a pas tant cherché que ça à rester aux États-Unis. Euh, on aurait pu, parce que ma femme, je pense que si moi j'avais dit, ok, bah, je raccroche les crampons, je reste et j'arrête de jouer au football, et du coup, bah, ma femme Flore, toi, on peut te faire ton visa et vous allez pouvoir rester tous les deux ici, tu vas travailler là et ton mari, bah, il se trouvera un boulot. Ça aurait été le cas. Mais on avait encore l'espoir de dire, bah, a priori, on va à San Diego, donc bah, non, on va pas prendre, et du coup, bah, on n'est pas resté. Ok. Et du coup, il y a le retour en Voilà. France derrière. Ouais. Et justement, avant d'entamer un peu ce dernier arc de ta vie, entre guillemets, Ouais. avec le CrossFit et tout ce qui s'ensuit, quand tu fais ce deuil aussi de ta carrière, est-ce qu'il y a un jour où vraiment tu t'es dit, là c'est bon, c'est le moment où j'arrête? Parce que du coup, ça s'est fait un peu progressivement, j'imagine, avec le Covid, etc. Mais est-ce que ça n'a pas été un peu dur aussi de mettre un trait sur cette carrière? Parce que même si en soi, 27 ans, c'est jeune pour un footballeur s'arrêter, tu joues au foot depuis que tu as 5 ans. Ouais. Et donc c'est quasiment toute ton identité en fait à ce moment-là. Ouais, bien sûr, ça a été un peu perturbant. Et en même temps, comme tu dis, ça s'est fait un peu progressivement parce qu'il y a un moment donné, quand tu dis aux gens que tu es footballeur professionnel et qu'on te pose la question, mais tu joues? Ah, mais en ce moment, je joue pas, je suis sans club. Ça va une fois, deux fois. Et quand tu expliques tout le problème, tu vois, tu as vu, on a mis 2 heures à Ouais, ce que je t'explique ça. Et encore, je t'ai expliqué qu'une partie, ouais, bien tellement. sûr. Eh ben, moi, j'ai presque un peu honte de le dire, tu vois, de dire, quand t'es footballeur, ouais, mais en fait, je travaille sur les champs, là, chez Adidas, et je vends des chaussures. D'ailleurs, c'était marrant, parce que chez Adidas, au début, je travaillais à la boutique de Châtelet, qui était une boutique football. J'ai eu un peu un coup de chance, encore une fois, mais c'est pareil, c'est l'opportunité. On rentre de Miami, je décide rapidement de trouver un petit boulot, parce qu'en fait, à 4 000 $ par mois, c'est super, mais quand tu dois payer 3 mois de loyer pour un appartement à Paris d'avance, bah, de garantie de loyer, bah, en fait, rapidement, tes économies, si tu fais rien, elles y passent. Donc, je rentre, 2 semaines après, j'ai un nouveau boulot. Et je tombe sur une petite annonce où Adidas ouvre un magasin de football à Châtelet et ils ont besoin d'un expert football. Et moi, je leur envoie mon CV en disant, bah, écoutez, j'ai déjà fait un peu de vente et de restauration et il s'avère que je suis professionnel de football. Donc, Ça marche bah, plutôt bien. bon. Et en fait, les gars m'ont engagé tout de suite. Je tombe dans une super équipe. Et les quelques Américains qui passent en France et qui viennent et je leur parle, etc. Je leur parle un peu de ça et je me retrouvais à prendre des photos dans le magasin de temps en temps avec des gens. Donc, tu te retrouves à être le vendeur qui vend qui prend des photos avec les. Donc c'était marrant vis-à-vis des autres vendeurs, etc., etc. Mais rapidement, quand tu parles de ta situation, tu dis bah, en fait, je suis footballeur, mais je suis sans club. Je travaille dans un magasin pour faire un peu de vente, pour me gagner 3 sous. Je m'entraîne seul en allant courir au bois de Boulogne et en faisant mes propres séances tous les matins avant d'aller au boulot. Ça va 1 an. J'essaie d'aller jouer au Paris FC, mais j'ai un problème de transfert international, donc je peux pas jouer les matchs nationaux. Sauf qu'au Paris FC, en division adulte, en niveau adulte, ils ont une équipe en Ligue 2 et une équipe en CFA. Donc en fait, je me retrouve à aller dans un club dans lequel je peux pas jouer. Bah, je passe 6 mois comme ça, puis moi, tu vois, j'en ai ma claque. Franchement, j'en ai marre de courir seul, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, de aller travailler sur les champs et en fait de dire que je suis footballeur. Ça commence à faire un peu un mec qui pense autrement sa vie, tu vois. Je voulais pas qu'on me Hmm. prenne pour le guignol qui est encore rêveur et qui en fait a pas remis les pieds sur terre, quoi. Et donc je passe 1 an comme ça quasiment, puis au bout d'un moment, je dis, bah en fait, ça fait 1 an que j'ai pas joué. J'ai plus la niaque Donc soit je pars à San Diego, si un jour il m'appelle et qu'il me dit, Hugo, il faut venir, on y va. Soit en fait, j'ai plus envie. Ça se repousse, ça se repousse, ça se repousse. On me propose je regarde un peu pour devenir coach sportif, etc. Je comprends que on peut me payer la formation, parce que c'est quand même ce que je voulais faire à un moment Ouais, donné, et ouais. mon après-carrière était quand même pas très loin. J'avais 27 ans, ça sentait un peu le roussi. Il y avait une option que je parte, mais ça faisait quand même 1 an et demi que je me faisais décaler le moment de partir. Ma femme qui me dit, bah, Hugo, quand est-ce qu'on part? Les parents de ma femme, parce qu'on est à Paris, et qu'eux habitent là et qu'on a habité les 6 premiers mois chez eux. Alors Hugo, t'as des nouvelles? Alors Hugo, t'as des nouvelles? Bah oui, a priori, là, on partirait fin août. Alors, vous partez quand? Bah, a priori, on partirait fin septembre. Alors, vous avez. Et puis, comment vous allez faire? Bah, normalement, il nous faut nos visas. Puis. Et en fait, ça se passe jamais. Au bout d'un moment, t'en as marre de passer pour un branque. Enfin, vraiment, t'es là. Ouais. Bon, je passe vraiment pour le dernier des trucs, quoi. Donc, vas-y, j'en ai marre. Et l'opportunité se présente. Je dis, vas-y. En plus, je crois que j'avais dit à ma femme, je dis, écoute, si on n'est pas parti à ce moment-là, je ferme boutique. Ouais, Je, c'était un peu par la force des voilà, choses, quoi, au bout d'un moment. exactement. J'en ai marre et faut prendre une décision. Si on n'est pas parti au 31 août, je change de, je change de direction, j'arrête le football. Ouais. C'était le cas et donc je me suis tenu à ça. Je dis, bah, j'en ai marre, je m'étais promis à elle et à moi que j'arrêtais. Et donc du coup, hop là, changement. Et du coup, je rembraye sur autre chose parce que je voulais surtout pas laisser cette latence.
Ouais. me happer et en fait, cette dépression, quoi. Voilà. Ouais, tu prends un virage, mais ce qui est pas non plus un virage à 180 degrés dans le sens où tu restes quand même dans l'univers du sport. Maintenant, ça reste très différent parce que, bon, passer d'un joueur à être un coach qui pas dans le foot ou quoi, ça reste assez différent. Mais j'imagine que c'est venu tout naturellement ce truc-là et donc tu te lances dans le coaching, tu nous dis: «Bon, il y a le covid qui complique un petit peu, j'imagine». Comment ça se passe justement le début de ton activité? Comment tu te tournes aussi vers le crossfit? Parce que je sais pas si au début quand tu as fait coach sportif, tu pas forcément dans le crossfit spécifiquement? Parce que le crossfit, c'est aussi une certification derrière en plus. Ouais. Comment ça se passe un petit peu ces débuts? Alors, ces débuts, bah, alors, ça s'est fait assez naturellement. Déjà, le choix de coach sportif, entre guillemets, oui et non. Comme je te disais, très jeune, j'étais toujours, je voulais faire kiné, parce que j'étais toujours très Ouais. intéressé j'ai besoin de comprendre pourquoi on fait les choses. Donc, un préparateur physique, quand il mettait un plot là, et qu'il me disait, on va faire du 30-30, vous allez faire ça, ça, à cette vitesse, j'ai dit, mais à quoi ça sert? Mmh. Pourquoi? Si je sentais que le gars n'était pas capable de me répondre, incapable de pouvoir faire le truc avec vraiment de l'envie. Donc, je le faisais parce que tout le monde le faisait, que j'allais pas être le seul guignol qui est resté derrière. Bah non, je fais pas. Mais il y a un peu ce truc de: «Bah, je crois pas en ton truc là, je sais pas ce que ça va me faire. Par contre, si tu m'expliquais par A plus B que ça allait me rendre meilleur footballeur, je te faisais ce que tu voulais». Et même chose chez le kiné, quand j'arrivais avec une blessure, je disais: «Mais qu'est-ce que j'ai?» «Bah, en fait, tu as ça et tout, le quadriceps c'est ça, le truc c'est ça». Donc la physionomie, l'anatomie, j'étais quand même très, hem, happé par ça. Mais il fallait faire un peu des études et du coup pas trop de pratique du sport. Et quand j'étais vendeur en magasin, j'étais en mode: «Bah, ouais, je suis dans le milieu du sport, super. Bah, en vrai, je suis vendeur et ça me rend j'ai pas du tout envie de faire ça». Heu, il me faut un métier où je pratique, véritablement le sport, où je suis au contact de ça et où je peux le faire, parce que j'en aurais besoin. Ou en tout cas, qui me laisse du temps pour pratiquer. Mais il y a pas énormément de métiers où, je suis aussi près du sport que coach, quoi. Et j'ai quand même toujours adoré la préparation physique. J'ai eu mes diplômes d'entraîneur de football. Je me suis énormément renseigné, sur ça. J'ai passé, avant de partir aux États-Unis, une certification de préparation physique pour les sportifs de haut niveau au CREFS de Montpellier. OK. J'ai lu des bouquins sur la préparation physique. Donc il y a un moment donné où je me suis dit: «Bah, en fait, non, non, je veux juste être, préparateur physique». Et beaucoup m'ont d'ailleurs dit, après avoir passé mes diplômes: «Mais tu aimerais pas être préparateur physique d'une équipe de foot?» Et en fait, pas du tout. Alors que je jouais au football, pas du tout. Au contraire, j'adore être préparateur physique de tous les autres sports. Tu Parce voulais toucher que à autre chose ah peut-être ouais, un peu? parce que je suis plus fan de sport que de foot, en fait. OK. Je suis préparation physique d'un surfeur, je trouve ça incroyable. D'un sport extrême, je trouve ça génial, enfin j'adorerais. De kayak, tu vois? Enfin, il y a plein de choses qui Mmh. sont qui doivent être géniales avec lesquelles travailler, des gens avec qui travailler. Mais le football, tu vois, ça me fait pas du tout rêver. J'ai connu les préparateurs physiques, j'ai vu la vie qu'ils avaient pour avoir une équipe de football. Ça me donne pas du tout envie. OK. Mais donc oui, ça s'est fait un peu le truc, OK, j'ai compris comment fallait faire. Qu'est-ce que je peux faire rapidement, qui peut me faire permettre de travailler dans un an? Parce que j'ai quand même 25 ans. Donc, je peux pas passer 4 ans à faire des études là tout de suite. J'ai quand même besoin de gagner ma vie un peu immédiatement. Donc, voilà, et donc là, c'est proposé et j'y suis allé. Mais j'ai commencé le CrossFit en préparation physique pour le foot à la base. Donc je faisais déjà du D'accord. CrossFit quand j'ai commencé mon diplôme. Je l'avais juste, pris, j'avais juste fait parce que j'avais découvert ça aux États-Unis une ou 2 fois dans une espèce de gros garage gym et cetera. Et j'en avais marre de m'entraîner seul quand je pensais encore partir à San Diego. J'en avais marre de m'entraîner seul. J'en avais marre il fallait que j'aie une salle de muscu pour pouvoir faire un peu de muscu, pour pouvoir faire un peu de renforcement musculaire et cetera. Et j'ai commencé le CrossFit comme ça en me disant: «Bah, tiens, ça va me permettre de pouvoir voir des gens, de pouvoir pas forcément tout le temps penser à la séance que j'ai à faire. Juste je suis un programme et on y va». C'est rapide, ça me prend 1 heure et on n'en parle plus. Ouais. Donc Voilà. tu as commencé le crossfit, tu fais coach, donc aussi, après ta carrière de Ouais. footballeur, donc tu te relances là-dedans et quand tu commences à devenir coach, c'est quoi un petit peu je dirais pas tes ambitions, mais est-ce que tu t'imagines un peu ta progression en te disant: «Bah, moi, j'aimerais bien plutôt», comme tu dis, alors toucher un peu peut-être à tout, aller avec d'autres sportifs. Je sais que tu as fait du coaching en entreprise, Ouais. justement coach de crossfit. Est-ce qu'il y a des idées qui te viennent un peu en tête au début de ton coaching sur ce que tu veux faire Ouais, réellement plus tard? ouais, ouais, bien sûr, je suis assez clairvoyant sur la façon dont je veux, sur quel type d'activité du fitness je veux coacher. Parce qu'en fait, le métier de coach sportif en fitness, c'est quand même une palette assez large de ce que tu peux, faire pratiquer. Des cours de Zumba, des cours de pilates, si tu as une certification certes, mais il faut quand même, est-ce que tu veux faire du yoga? Est-ce que tu veux faire des cours de body pump dans quel type de salle tu veux travailler? Et donc moi, passant quand même beaucoup de temps à m'entraîner à du CrossFit maintenant et sentant que je veux pas un mauvais niveau,
de pouvoir passer un peu plus de temps là et de comprendre que c'est ça que j'ai peut-être envie d'enseigner, en partie en tout cas. Rapidement, je demande à l'endroit où je m'entraîne, est-ce que je peux devenir coach chez vous? Est-ce que vous avez besoin d'un coach? Oui, non, pourquoi? Enfin, si oui, est-ce que vous serez prêt à m'engager, etc. J'adore la préparation physique, donc tout l'accompagnement individuel aussi. Et j'ai un besoin de relations humaines. Donc j'ai un besoin d'avoir du one-to-one. J'aime aider les gens. Il y a vraiment ce truc-là qui m'anime profondément dans le besoin d'aider les gens au quotidien. Et j'avais besoin de faire aussi du one-to-one. Et parce que aussi c'est plus rémunérateur, c'est l'aspect le plus rémunérateur aussi, bien évidemment. Et donc je suis très à l'aise avec le fait de coacher un peu de crossfit, de faire du one-to-one et de faire aussi de la préparation physique, donc de la programmation pour des gens que je ne vois pas. Enfin, en tout cas, que je coach pas à la semaine, à qui j'envoie des programmes d'entraînement, mais qui sont plus autonomes sur la capacité à pouvoir bouger et exercer dans une salle. Ça, c'est très, très rapidement, je décide de faire ça. Ok. Et il y a aussi le truc qui est intéressant, je trouve, c'est que du coup, t'as été toujours dans la compétition avec le football. Parce que là, t'as cette casquette, pardon, coach, mais aussi sportif encore, du coup, parce que forcément, tu t'entraînes. Et tu t'entraînes, enfin aussi, tu dis, t'as atteint un bon niveau. Euh, par exemple, récemment, il y a eu les Open. Je crois que sur le premier WOD des Open, t'as fini combien en France Oh, mais au monde, Au monde. au monde, j'ai fini 200e français. Voilà, donc les 200e Open, en mondial. gros, c'est la compétition ouverte à tout le monde au CrossFit Ouais. qui permet de jauger un peu son niveau. Donc, tu atteins, tu vois, un très, très bon niveau aussi au niveau du CrossFit. Est-ce que quand tu as commencé un peu le CrossFit, tu t'es dit, peut-être pas, je vais atteindre le niveau élite, mais je vais faire des compètes, j'ai envie de gagner des trucs, j'ai envie de me mettre à fond là-dedans aussi? Alors, quand je commence au départ, pas tout de suite. Oui, du coup, Pas tout de suite parce que je découvre un peu le sport, tu vois. ouais. Mais je viens juste au départ pour m'entraîner un petit peu de temps en temps. Et la chose quand je décide de m'entraîner, c'est que je sais qu'il faut pas que je fasse trop de muscu. Parce que j'ai un gabarit qui est déjà assez imposant pour un joueur de foot. Je fais 1m80 pour 85 kg, tu vois, à ce moment-là. Et donc, faut pas que je prenne plus de poids. Donc, faut que j'arrive à trouver le truc de je m'entraîne. Ça m'aide un petit peu, ça me fait du bien à la tête que juste aller courir autour du lac. Euh, mais il faut pas que je prenne trop de poids, donc faut pas que je fasse trop de muscu. Et le CrossFit, il y a quand même une grande partie où c'est de la muscu, c'est de la muscu. Et puis quand je décide de raccrocher, là je dis vas-y all-in, c'est cool, vas-y je vais m'engager un peu plus dedans. Et en plus, j'ai besoin de pratiquer parce que pour le diplôme que je veux passer, on va avoir de l'haltérophilie, on va avoir des mouvements, donc il faut que je le pratique. Ok. Et puis quand je m'engage dedans, très rapidement, j'ai une qualité physique qui est prédominante, c'est l'endurance, parce que je suis footballeur et que j'ai un cœur qui tourne. Ah bah oui. Donc plutôt pas trop mal. Donc j'arrive à être plutôt pas mal sur certains aspects du CrossFit. Et puis là, je fais une rencontre avec un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui est Damien Noël, et qui lui, on fait un WOD un jour ensemble, et puis à la fin, il me dit, mais ça te dit d'être mon partenaire de compétition? Et j'ai dit, bon, et la compétition en CrossFit? Ah, ok, super, ça se passe comment? Bah écoute, c'est sur les des week-ends, ça se fait en team de 2, en team de 3, en team de 4, etc. Tu fais des choses en synchro, en relais, bref. Je dis, bah écoute, vas-y, moi, avec plaisir. Elle a dit, par contre, là, c'est ma dernière semaine d'entraînement ici dans cette salle-là, mais on va dans une autre salle à Boulogne, à 500 mètres d'ici. Est-ce que ça te dit de venir avec moi? Je dis, bah, vas-y, avec plaisir, feu, tu vois. Ok, on y va. Et puis là-bas, je rencontre deux autres gars, Raphaël Puech, qui est un superbe coach, un très bon coach, qui a un savoir et une connaissance vraiment au-delà de beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs et de préparateurs physiques. Et donc, avec qui j'apprends énormément en plus de mon année de formation. Et au fur et à mesure, en s'entraînant un peu tous les jours, en comprenant qu'en fait, il y a un truc à travailler tout le temps, et puis te voir progresser un peu tout le temps sur plein de choses, petit à petit, je gravis les échelons, je améliore mon niveau. Et il y a un moment donné où ok, je suis un des meilleurs de la boxe. Et puis je me dis, bah vas-y, on va essayer de pousser le truc un peu plus loin. Alors je commence déjà là à avoir quasiment 30 ans, tu vois, 30, 31 ans. Mais je me dis, vas-y, on pousse, on verra bien. Je m'entraîne un petit peu, j'ai le temps, j'ai pas encore d'enfant. C'est vraiment ce qui me passionne en ce moment. Donc je pousse un peu. Et là, ces 3 dernières années, mon objectif, c'était d'être dans le top 100 français. Donc de rester dans l'élite français, si on peut appeler ça comme ça, mais bien que les vraies élites dans le CrossFit sont les 20 premiers français. Mais mon objectif, c'était de dire, ok, je suis capable d'être dans le top 100 français. Et ça fait 3 ans que je le suis. Même si cette année, je fais 124 aux Open français. La petite déception. Mais bon, ça me va quand même en vrai, c'est très cool. Voilà, donc j'ai réussi à être athlète. Et ce que j'aime bien, c'est de pouvoir avoir un truc à faire tout le temps, faire du sport, pratiquer tout le temps. Et en fait, c'est toujours ce que j'ai adoré. Et en termes de coaching aussi, c'est quoi le truc que tu préfères faire? Est-ce qu'il y a un truc qui t'anime plus ou c'est justement aussi la diversité de pouvoir faire plein de choses différentes? C'est vraiment la diversité de faire plein de choses différentes. Parce que quand je fais trop de programmation, il y a un moment donné, ça m'embête et je suis là en mode, pff, ça me saoule, j'ai pas envie de faire que ça. Si je fais que du one-to-one, il y a un moment donné, j'ai, ouah, et si je fais que du coaching collectif,
Et à un moment, je dis, ouah, c'est épuisant. Alors qu'en fait, le bon équilibre des trois me va bien. Ouais. Là, je fais 70% de coaching en one-to-one. Même pas, je fais 60% de coaching en one-to-one. Je fais 30% de coaching en programmation individuelle. Et je fais 10% de coaching collectif. Et le ratio me va très bien pour le moment. Ça me va très bien. Ça me laisse du temps pour pouvoir m'entraîner un petit peu. Je m'entraîne moins qu'avant quand même. Et du temps pour pouvoir voir mon fils le soir, parce que c'est moi qui gère le soir. Ouais, parce que j'ai plusieurs questions par rapport à ça, justement. Moi, j'ai toujours eu l'impression que les coachs, en l'occurrence, moi, une personne que je connais, en plus, elle gère sa box de CrossFit. Donc, Ouais. chaque fois que je lui parle, elle me dit, mais j'ai jamais le temps de m'entraîner quasiment. Bien sûr. Tu vois. Et je me dis, en tant que coach, là, en plus, tu me dis, du coup, tu as été papa il y a pas longtemps, un an et demi, c'est ça? Ouais. Est-ce que des fois, t'arrives quand même à gérer ton temps pour réussir à t'entraîner comme tu veux dans ta semaine, ou il y a des fois, c'est compliqué? Oui, parce que on a réussi à trouver un bon fonctionnement avec ma femme. J'ai beaucoup de coaching. Nous, les coachs, en vrai, on travaille quand les gens ne travaillent pas. C'est un métier de service. Ouais. Donc, en fait, quand les gens ne travaillent pas ou quand le commun des mortels ne travaille pas, c'est-à-dire entre 6h30 et 9h le matin, midi, 14h, et à partir de 18h le soir, 17h30, 18h, jusqu'à 22h, c'est le moment où nous, on travaille. Donc, ça me donne des plages horaires de travail qui sont un petit peu différentes de tout le monde, mais en même temps aussi des plages de vide au moment où les gens travaillent. Donc, j'ai cette capacité-là, en vivant dans une salle, à normalement trouver du temps pour pouvoir m'entraîner. Ouais. Maintenant, comparé à ton ami ou à ta connaissance qui, elle, gère une salle, c'est complètement différent. Oui, il y a dans le encore métier. des choses en plus, bien Ah ouais, sûr. gérer une salle, tu deviens un commerçant. Donc, il y a beaucoup de choses à faire autre que juste coacher. Moi, coacher, c'est 1 heure de mon temps ou 2 heures, et une fois que c'est fini, c'est fini. J'ai ma compta à faire en fin de mois et c'est réglé. Ouais. Mais c'est pas du tout le même, le même métier. Et effectivement, il y a beaucoup de coachs qui, je pense, ont un jour ouvert une salle en se disant c'est super, je vais pouvoir avoir ma salle à moi, et qui en fait n'ont pas compris le principe de en fait, je suis comme un coiffeur ou comme un boulanger. Avant tout, je suis un commerçant, et après, on verra si on peut s'entraîner. Ouais, bien sûr. C'est comme si on disait au boulanger: «Ouais, mais moi, je peux pas jouer au padel, ou je peux pas jouer je peux pas aller courir». Ouais, en fait, il faut vendre des baguettes de pain, et un jour, peut-être que tu auras du temps. Mais au départ, il faut vendre des baguettes de pain. Là, c'est un peu le même principe. Et il y a beaucoup de coachs qui, je pense, ont pas forcément, enfin, de gérants de salle qui étaient coachs et qui n'ont pas forcément, je pense, pris ce virage-là dans l'ouverture de leur entreprise. Mais dans le cas de ton amie, sans doute qu'effectivement, elle doit peut-être avoir peu de temps pour s'entraîner, si elle a tout le reste à faire et si elle est seule. Ouais, bien sûr. Mais donc, moi, j'arrive, on est très bien organisé avec ma femme. Le matin, c'est elle qui gère, parce que j'ai essentiellement beaucoup de coaching avec moi, et je coach aussi le midi. Et par contre, du coup, j'ai pris tous mes soirs, et donc c'est moi qui gère mon petit tous les soirs. Et je suis très heureux comme ça, parce que c'est génial. J'ai la possibilité de pouvoir gagner correctement ma vie, passer du temps avec lui tous les jours, et ça n'a pas de prix. Voilà, ça, c'est vraiment génial. J'ai une question aussi par rapport à ça. Je me suis souvent un peu posé, c'est est-ce que, alors du coup, tu arrives quand même à diversifier les choses, à diversifier les coachings, Ouais. etc. Mais est-ce que des fois, tu pas eu une saturation, un peu une redondance d'aller tout le temps à la salle, ou même, par exemple, je sais que quand on est dans le CrossFit, des fois, les conversations tournent aussi, peuvent tourner beaucoup autour du CrossFit. Les gens peuvent te voir et te poser des questions par rapport à ça. Est-ce que des fois, ça t'est pas arrivé d'avoir une saturation, ou te dire là, ouais, j'ai besoin de 2 semaines où je souffle, ou je fais autre chose, ou au final, tu kiffes tellement ce mode de vie que tu sais que tu peux continuer comme ça? Alors, je kiffe ce mode de vie, mais c'est effectivement, j'ai très souvent dans l'année. Alors, en fait, j'ai pratiqué le football, et pour moi, le football, c'est un jeu. Et donc, j'ai vraiment ce besoin de jouer. Et par moment, le CrossFit, c'est du fitness, c'est quand même, c'est de la préparation physique, c'est quand même Ouais. pas très joué. Il y a des mouvements qui sont plus marrants que d'autres, il y a des mouvements que j'adore, mais tu te fais souvent, tu te fais souvent mal physiquement, et il y a pas, il y a des fois, tu prends pas énormément de plaisir, mais tu le fais parce qu'il y a la discipline, on a une programmation, on suit un truc, il faut le faire. Mais il y a des moments dans l'année où j'ai beaucoup moins envie de m'entraîner. Ouais, bien sûr. Là, en ce moment, je me suis pas mal mis au padel. Il y a vraiment des semaines où j'ai vraiment plus envie d'aller jouer au padel que de m'entraîner. Là, et où en ce moment, je suis aussi un peu plus fatigué, parce que le rythme de vie avec les projets pro, et parce qu'avec le petit, tu passes un peu moins de temps, ça t'as un peu moins de temps pour toi, logique, et du coup, un peu plus fatigué, moins envie, moins de niaque à aller s'entraîner. Donc, mais je reste quand même chanceux de pouvoir faire tout ce que je fais la journée, d'avoir le petit le soir et de passer du temps avec lui, de pouvoir le voir. Et après, dans les conversations, effectivement, j'ai un garde-fou qui est ma femme. Elle est pas forcément, elle est très sportive, mais elle fait pas de crossfit. Et du coup, elle m'a très souvent dit: «Ouais, en fait, quand on fait des soirées, que tu es avec 2 copains de CrossFit, vous parlez que de ça, donc c'est bien 2 minutes», mais et en fait, elle a raison, Ouais. tu vas dans une soirée, et vous êtes 3 à parler de CrossFit, tout de suite, ça parle, un langage Oui, différent de tout le personne monde, comprend rien en plus, quoi. et personne comprend rien, et tu monopolises un peu l'attention, avec ça, alors que tout le monde, s'en fout littéralement. Enfin, vraiment, à la fin, tu fais des burpees dans un garage, quoi. Mmh. Donc je suis vraiment revenu de ça, où je fais attention
à surtout pas en parler. Et effectivement, il y a beaucoup de moments où même moi, ça me saoule. Genre, venez, on parle d'autre chose. Ouais, bien sûr. J'en coach toute la journée, j'en fais toute la journée, j'en vois toute la journée. On parle d'un autre truc que le CrossFit, il n'y a pas que ça. Ah, ouais, c'est clair. Ouais. Donc, ouais, j'arrive à avoir cette organisation-là, mais en partie grâce à ma femme qui, elle aussi, gère tous les matins et qui est un peu le garde-fou là-dessus. Ouais, c'est super intéressant. Et petite dernière question, parce on approche doucement de la fin. Ouais. Tu as aussi, du coup, plus récemment, alors je sais pas si c'est lancé ou en tout cas développé ton activité avec The Field. Ouais. Donc, je sais pas comment tu appellerais ça, mais ton entreprise de coaching, quoi, entre Ouais. guillemets. Donc, tu es associé avec plusieurs personnes là-dessus. Tu peux nous parler un peu justement, qu'est-ce que ça a changé aussi dans ton approche, peut-être du coaching, de la programmation, etc. Tout ça. Ouais, bah, c'est une suite logique au fait qu'avant j'étais seul à programmer et l'idée c'est de pouvoir. Donc c'était essentiellement de la programmation que je faisais. Et après l'idée c'est de créer un truc qui est un peu plus gros que juste moi et Ok. et ma personne et de dire bah, en fait un jour ça pourra vivre sans moi. Ou j'aurais plus besoin d'être la personne omniprésente pour qu'un jour je puisse m'en détacher ou prendre du recul et que ce soit toujours que ce soit plus rattaché à moi mais que ce soit une image et qu'on puisse être plusieurs derrière et de pouvoir faire et grossir le truc, donc gagner potentiellement un peu plus d'argent, gagner un peu mieux sa vie encore. Et surtout de pouvoir prendre du recul, ne plus être, la personne qui fait avancer le bateau et que pourtant il continue d'avancer. Et donc là, bah, on n'a pas encore fait d'association, juridique ou de quoi que ce soit, mais on a l'image et l'idée c'est de travailler. Je travaille avec 2 autres, collaborateurs, associés, on peut dire ça comme ça, même si juridiquement il y a rien. Mais Valentin, un des kinés de la salle dans laquelle je travaille, avec qui on propose du coaching, personnalisé, accompagné, avec toute une partie réathlétisation, rééducation et prise en charge de tous les problèmes, des blessures et cetera, dont lui traite et une partie programmation liée, à la préparation physique parce que c'est du crossfit, c'est de l'aerox, c'est de la musculation, c'est pas que du crossfit. L'idée, c'est qu'aussi on sorte de ce carcan très crossfit parce qu'on aime faire tout, en fait. Mmh. Voilà. Encore une fois, j'adorerais coacher un surfeur. Si demain un surfeur vient me voir en me disant: «Bah, moi, je fais du surf, par contre, j'ai besoin d'être plus fort là-dessus parce que je manque de ça et qu'en même temps j'ai un problème de genou». Ah, tu es notre profil, voilà, tu vois? Viens, on va essayer de t'aider. Donc c'est toute l'idée là-dessus, mais ouais, c'est une suite logique un peu de comment je fais pour pouvoir grossir, grandir et je pense que, de la même chose dans le football, ou enfin dans la vie et dans le sport, j'ai besoin de partager ça avec des gens. Ouais, pas être tout seul aussi, Pas être parce tout qu'il y a seul, le ouais. truc de quand tu es coach sportif, tu peux vite être tout seul, du coup, dans ton coin et faire ton activité et pas forcément Exactement, partager ouais. ça non plus, quoi. Même plus loin, je me dis, voilà, dans l'entrepreneuriat, j'ai pas du tout envie d'être tout seul. Demain, Oui. enfin, si je devais essayer d'entreprendre demain, il y a plein de choses déjà qui, me feraient peur d'entreprendre seul parce que j'ai pas du tout les compétences Mmh. pour faire un business plan, aller voir une banque. C'est des choses où je le ferais sans doute, mais je serais très maladroit dans le fait de le faire, voire pas bon du tout. Et sans doute un peu peureux, tu vois. Et le fait de partager ça avec d'autres gens, c'est ça, on se tire vers le haut. On partage une aventure humaine, tu vois. En vrai, Ouais. avant tout ce dont on parle, c'est ce qu'on retient, c'est l'humain, en vrai. C'est ce que j'ai vécu avant avec d'autres gens, ce que je vis en ce moment avec des gens, ce Oui, que je bien sûr. vivrai après, au travers le sport, à travers l'entrepreneuriat, à travers le coaching. J'ai besoin de ça. Petite dernière question pour conclure. Tu C'est un peu la question de fin, toujours un peu pas forcément facile de répondre, mais tu te vois où dans les prochaines années, dans les 5-10 prochaines années? Est-ce que tu te vois encore dans le coaching sportif, développer quelque chose? Ou peut-être aller justement explorer d'autres terrains liés au sport? Ou peut-être même, aller vers autre chose dans les prochaines années? En vrai, je me vois encore dans le coaching. J'adorerais avoir fait grossir The Field suffisamment pour pouvoir justement peut-être, sortir de la région parisienne, aller voir un petit peu, soit retourner dans le sud parce que je suis originaire du sud, ou en tout cas avoir une petite maison avec un jardin, en périphérie, tu vois? De pouvoir un peu s'en éloigner. Peut-être un jour avoir, je réfléchis peut-être un jour à avoir ma propre salle, Hem, parce que ce serait aussi un peu une suite logique de on a réussi à faire grossir The Field, on a la programmation maintenant, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Oui, bien sûr. sur place en termes de préparation physique? Donc on discute un peu Mmh. avec Valentin de ça par moment, mais voilà, dans 10 ans, je me vois encore faire du coaching parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'anime, ce qui me fait lever le matin, mais toujours avec ces 3 pôles-là, quoi, du coaching individuel, du coaching collectif et de la programmation parce que c'est vraiment les 3 pôles qui m'animent. Après à quelle dose, ça serait génial de pouvoir dire un jour, le truc est suffisamment gros pour que je puisse prendre un peu de recul et puis travailler, à 3 jours dans la semaine, quoi, tu vois? Ouais, Ou faire tous les matins et à 14 heures j'ai fini et tac, j'ai plus rien à faire, quoi. ça Là, donne envie. aujourd'hui, je récupère mon fils à 17 heures mais je travaille jusqu'à 17 heures et j'ai beaucoup de choses à faire, administrativement, Ouais. voilà, trucs comme ça, mais ouais, c'est comme ça que je me vois dans 10 ans, encore. Bah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, en tout cas. Merci beaucoup. Bah, merci Hugo pour ce beau partage, c'était sympa, Ah très bah, sympa. avec plaisir d'avoir partagé ça avec toi. J'espère que j'ai pas trop parlé. Bah, c'est le but, hein. C'est le À but, chaque fois les ouais, gens me c'est disent vrai. ça, ils me disent:
Ah, j'ai trop parlé. Oui, mais je dis, c'est le but en fait. Ah ouais, t'as l'impression de parler que de toi. Oui, mais On parle c'est. que de moi. Alors, je suis un peu là pour ça, mais de Ouais. toujours trop parler, Non, mais vraiment. c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'anecdotes aussi, justement, autour du monde du football, mais pas celui qu'on entend tout le temps, Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est et un peu dessous celui aussi. de. Donc, Il y a plein de choses qui m'ont fait grandir énormément dans le ouais. football et dans cette carrière de sportif de haut niveau, et que je remercierai jamais assez d'avoir plein de choses dans la vie aujourd'hui qu'on m'a donné de ce sport-là, où je suis allé chercher du sportif de haut niveau. Et en même temps, c'est plus joli sur le papier que ce que ce l'est en vrai. Je le dis souvent parce que c'était aussi beaucoup plus de galères qui m'ont fait bien sûr grandir. Mais Mm. c'est plus souvent quand j'en parle, on dit ouais, mais attends, c'était génial. Ouais, attends, c'était génial, mais Assis-toi, j'ai quelques histoires à voilà. te raconter. Exactement. Ok, Voilà, bah, on voilà. va s'arrêter là-dessus, c'est très bien, merci Hugo. C'était le 13e épisode de Tactique, un petit peu spécial, un hors-série donc pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.